Salut Liv. Salut David. Écoute, j'ai l'habitude de commencer ces podcasts par un petit tour d'inclusion où tu partages un petit peu avec quelle énergie tu viens aujourd'hui, ou alors quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine, ou à l'inverse, si tu as une énergie un peu négative que tu as envie de déposer avant de démarrer, bah, c'est également le moment. Ok, écoute, aujourd'hui il a neigé, c'était ma première grande sortie à ski de la saison. Du coup, énergie plutôt positive, plus, avec un peu d'excitation, comme quand on est enfant et qu'il y a les premières neiges et qu'on tient pas en place. Voilà, la montagne est blanche, les paysages sont blanchis et je suis très contente que l'hiver arrive enfin. Magnifique. On voit là la vraie passionnée de montagne qui réside en toi. Et du coup, moi, je te fais aussi mon petit check-in. Je suis hyper heureux d'enregistrer avec toi parce que on a eu du mal à coordonner nos agendas pour réussir à faire cet épisode. Et étant donné que j'adore la montagne, tant en randonnée qu'en trail, qu'en ski, qu'en alpinisme, même si évidemment je suis très loin d'égaler tes performances, j'aime cette connexion, ce silence, ce calme, cette sérénité que je ressens quand je suis à la montagne. Et là, tu me parles de neige, de montagne blanche, et ça me fait rêver. Je t'imagine ce matin comme ça crapahuter sur ces pistes et ces premières descentes, et ça devait vraiment être génial. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, t'as eu une carrière un petit peu folle. T'as été 2 fois championne du monde d'escalade. T'as fait les 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes, si je me trompe pas. T'as fait du base jump aussi, et tu fais sûrement tout un tas d'autres trucs que je sais pas. Qu'est-ce qui te donne envie de sortir comme ça de ta zone de confort, et qu'est-ce que ça t'apprend sur toi-même? Pourquoi est-ce que tu fais ça en fait? C'est quoi ton why? Oh, ouais, ça c'est une question pas évidente à répondre. Je pense qu'avant tout, il y a, comment dire, quand même, il y a du plaisir, il y a un côté jeu aussi, et il y a un côté challenge. Moi, j'aime bien les challenges, j'aime bien me dire, bah, je suis ici aujourd'hui à tel niveau, à tel niveau de compétence. Est-ce que je suis capable demain d'essayer ça, de faire ça, d'atteindre cet objectif-là? Je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment avec des objectifs et puis des challenges personnels parce que les choses m'attirent, parce que j'aime bien apprendre, parce que j'aime bien me dépasser aussi. Je pense que j'ai un gros passif de compétitrice et le dépassement, c'est quelque chose voilà que j'ai appris très jeune, adolescente, et qui est toujours là. Alors c'est du dépassement sans esprit de compétition. Maintenant, c'est plus un dépassement personnel. Moi, est-ce que demain j'arrive à skier cette belle pente là en ski raid? Est-ce que après quelques années de blessure, j'arrive à me relancer sur un projet comme gravir les 82 4000 mètres qui existent, enfin qu'on a dans les Alpes. En fait, il y a 82 sommets de plus de 4000 mètres dans les Alpes et effectivement, je m'étais lancée comme challenge de gravir tous ces sommets. Voilà, je crois que il y a le plaisir d'être dans un environnement quand même à chaque fois magique, à chaque fois incroyable. Il y a le plaisir de se dépasser, il y a le plaisir de se confronter aux éléments, il y a le côté challenge et puis il y a aussi effectivement ce côté qu'est-ce que je vais apprendre sur moi en fait quand on se lance des challenges un peu difficiles, comme tu l'as très bien dit, on sort de sa zone de confort, mais on est aussi transformé, on apprend aussi sur soi et on voit en fait quelle personne on est et les autres voient aussi quelle personne on est vraiment parce que là on peut plus avoir de filtre, on peut pas tricher, il faut mettre un pied devant l'autre, il faut y arriver et on n'a pas vraiment le choix, surtout en montagne où on est quand même dans un milieu parfois qui peut être austère, qui peut être parfois dangereux. Il y a quand même des dangers objectifs. On peut prendre des risques à certains moments, des risques qu'on essaye de diminuer le plus possible, mais malgré tout, il y aura des risques à un moment donné d'une ascension. Donc, la montagne nous apprend à être authentique, à être nous-mêmes, à prendre les bonnes décisions et à aller à l'essentiel. Et j'aime bien ce côté-là. Ça me reconnecte avec l'essentiel dans la vie. Ouais, c'est marrant cette connexion à l'essentiel parce que moi, dans mes petites escapades justement en montagne, donc j'ai fait un peu d'alpinisme aussi depuis récemment, hein, depuis 2 ans, et à chaque fois, tu vois, justement, comme tu le dis très bien, ça m'a reconnecté à l'essentiel. J'ai pensé, tu vois, t'oublies tous tes petits problèmes du quotidien. Je suis entrepreneur, j'ai toujours plein de problèmes à gérer. Je pourrais même dire que mon métier est de gérer et de solutionner des problèmes. Et là, dans ces moments-là, par exemple, quand je montais le Mont Blanc,
je pensais juste à mettre un pas devant l'autre, tu vois. J'étais pas en train de penser à mes factures, à mes problèmes, etc. Je pensais juste au moment présent, à la beauté du paysage. Quand j'arrive au sommet, à partager cette émotion avec mes compagnons de cordée, j'en avais les larmes aux yeux devant ce paysage époustouflant et la fierté aussi d'avoir réalisé quelque chose qui était important pour moi et qui, du coup, tu vois, par rapport à cette sortie de la zone de confort, c'est contextuel, ça dépend pour chacun. Pour toi, par exemple, monter le Mont Blanc, c'est peut-être pas une sortie de ta zone de confort. Pour moi, ça l'était. Et pour quelqu'un d'autre, eh ben, le simple fait de prendre une douche froide est une sortie de ta zone de confort. Mais à chaque fois, c'est quand même quelque chose de très intéressant qui t'en apprend, comme tu le disais, sur toi-même, parce que tu vas chercher au bout de tes limites et t'as la fierté d'avoir atteint quelque chose que t'étais pas sûr de réussir. Et pour en revenir à ma sensation, du coup, pendant ce moment-là, quand je suis arrivé au sommet, je pensais à ma femme, à ma fille, à l'amour que je leur portais. Je pense que la confrontation au risque te reconnecte aussi profondément à la vie, à ce que t'aimes dans la vie. Tu vois, quelque part, en évitant toute forme de danger dans nos quotidiens, eh ben, certes, potentiellement on vit beaucoup plus longtemps, mais d'un autre côté peut-être qu'on vit aussi une vie moins intense parce qu'on n'a pas de contraste, on n'a rien qui nous montre ce qu'est la vraie vie, ce qu'est la vraie intensité et quelles sont les choses qui sont vraiment importantes. Et c'est dans ces moments-là, par exemple, que tu as un petit stress diffus et chronique qui commence à s'insinuer dans ton cerveau et qui fait que tu es un petit peu tout le temps stressé pour des choses bêtes parce que tu sais pas qu'est-ce qui est vraiment important dans ta vie. Et voilà. Et moi, quand j'étais comme ça, en train de monter, ce qui était important pour moi, c'était d'être connecté à la nature. C'était ma famille que j'aime et que j'avais envie de retrouver en revenant. C'était les petites blagues de mon guide qui qui aime bien avoir des petites blagues un peu scabreuses du style qu'est-ce qui se passe dans un bordel quand un bordel prend feu. Et en fait, la réponse, c'est que pour les hommes, c'est la débandade et les filles sont paniquées. Et voilà. Et donc, il nous faisait des petites blagues comme ça tout au long de la montée et ça rajoutait ce petit pétillant supplémentaire, ce petit supplément d'âme qui rend l'aventure incroyable. Génial. Et justement, ouais, pardon. Et justement, toi, comment est-ce que tu gères cette confrontation au danger, au risque? Parce que tu as quand même fait des sports extrêmement risqués, donc l'alpinisme, même avec une très fine connaissance de la montagne, il y a toujours des accidents, donc le risque zéro n'existe pas. Et par ailleurs, tu as fait des choses encore plus folles, notamment le base jump, qui là est presque et à la fois quelque chose qui est complètement fou à regarder parce que ça défie vraiment les lois de la gravité et de la possibilité humaine. Tu te rapproches tellement de l'oiseau et d'ailleurs, je serais curieux que tu racontes un petit peu les sensations que tu peux avoir dans ces moments-là. Et d'un autre côté, ça doit être le sport qui compte malheureusement le plus d'accidents au monde, à mon avis. Ah oui, c'est sûr que le base jump, c'est un sport extrêmement dangereux. D'ailleurs, pour ma part, j'ai arrêté de sauter en 2014 maintenant, donc ça fait 8 ans. Mais c'est un sport qui m'attirait beaucoup quand on est grimpeur, quand on est en haut de la falaise du Verdon, quand on est en haut du Yosemite. On est attiré par ce vide qu'on a à nos pieds. On se dit, mais si je pouvais avoir un parachute et si je savais faire, je le ferais. Voilà, je pense que quand on est grimpeur, on est tout le temps dans cet élément vertical, on est tout le temps dans cet élément de vide. Et moi, ça m'a donné envie de me mettre au base jump parce que je me suis dit, mais si j'avais un parachute sur le dos, là, je voudrais vraiment pouvoir impulser et sauter. Le base jump, j'y suis venue de façon très rigoureuse. J'ai fait énormément de sauts d'avion avant. Puis j'y suis allée par étapes. J'ai d'abord sauté depuis un parapente, puis et puis ensuite un pont. Et après, je suis allée en Norvège sur des falaises qui sont très raides, très hautes, pour limiter vraiment ce qu'on appelle le retour falaise, c'est-à-dire quand on va ouvrir son parachute, avoir une épaule qui s'est enfoncée dans l'air et faire un demi-tour et se retrouver face à l'objet duquel on a sauté. Donc j'ai vraiment pris le temps de construire en fait mon évolution et ma progression dans le base jump. Il y a des amis autour de moi qui ont fait une dizaine de sauts d'avion et puis qui sont mis au base jump tout de suite. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai fait 250 sauts d'avion avant de me dire, allez, je pense que là, je peux aller à l'étape suivante et j'essaye de faire ce sport le mieux possible. Malgré tout, même si on fait ce sport-là le mieux possible, l'expérience nous a montré qu'il y avait quand même énormément d'accidents parce que on est quand même extrêmement vulnérable et jamais à l'abri d'un petit quelque chose quand on pratique ce sport.
Voilà, donc moi j'ai fait le choix d'arrêter parce que je trouvais que c'était trop dangereux et que ça ne valait pas la peine. Un jour, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment besoin du base jump dans ma vie pour être heureuse? Et la réponse était non. Je peux être tout à fait heureuse sans pratiquer ce sport. Pourquoi est-ce que je me mettrais autant en danger en sautant si ça m'est pas indispensable? Donc voilà, ma décision d'arrêter a été prise. En revanche, ça a été des très belles années. Ça a été un sport que j'ai énormément aimé parce que la sensation, elle est presque indescriptible. Je veux dire, tu es en haut de ta falaise, tu as les pieds vraiment au bord du vide. Il y a toute cette émotion qui te submerge, il y a tout ton cerveau qui te dit mais non, tu vas pas le faire, c'est contre nature, c'est contre instinctif. Et puis il y a ton autre partie du cerveau qui dit bah si tu vas y aller, tu sais impulser, tu sais prendre ta position dans l'air, tu sais prendre appui, tu sais t'éloigner du rocher et tu sais à quel moment il faut ouvrir ton parachute en l'ouvrant d'une bonne façon. Donc il y a cette espèce de combat intérieur entre tout ton corps, toutes les cellules de ton corps qui te disent non, 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 tu vas pas sauter. Et puis toi, où tu te dis mais bah si, je vais sauter parce que je me suis préparée et que je vais le faire et que là je suis concentrée et je vais le faire bien. Et la sensation quand on impulse au début, bah on se sent happé par un trou, par le vide. Et ça dure peut-être une seconde, peut-être même moins, mais le cerveau il est complètement, je sais pas, envahi par cette sensation de je tombe, je suis happé par le vide. Et puis on prend appui sur l'air et on commence le corps commence à avancer et à s'éloigner de la falaise pour voler un peu plus. Et ensuite vient la phase d'ouverture du parachute et de poser, qui est une phase un peu plus classique, on va dire. Mais la sensation est quand même vraiment très forte. Souvent, on me demande, tu regrettes pas d'avoir arrêté tout ça? Je me dis, je suis très contente d'avoir fait du base jump pendant plusieurs années. Je suis très contente d'avoir connu ces sensations, mais je suis aussi très contente d'avoir décidé d'arrêter et de l'avoir fait. Et du coup, la gestion de la peur qui est, je pense, dans ce contexte-là, comme tu le présentes, vraiment viscérale. Tu vois, c'est ton corps qui le rejette, même si ton esprit a envie. Tu la contrecarres par le souvenir de tes compétences, le bilan justement de tes compétences, du fait de savoir que tu t'es bien préparé, que tu sais faire ceci, cela, etc., et que par conséquent ça va bien se passer. Et c'est un peu la même stratégie que tu utilises quand tu fais par exemple le championnat du monde d'escalade, où tu as peut-être aussi une forme de peur qui est moins viscérale, mais c'est quand même quelque chose, un aboutissement dans ta carrière qui est tellement important. Plus l'enjeu est important, en général, plus il est stressant. Et donc, dans ces moments-là, tu gères la pression en te disant, OK, ça fait peut-être tout un tas d'années que je me prépare, je suis capable de telle et telle performance, je sais comment prendre mes blocs, etc. Et donc, ça va bien se passer. C'est cette rationalisation-là qui te permet de la gérer? Alors c'est une rationalisation un petit peu différente, mais comme tu l'as bien évoqué, sur un format de compétition, en fait, on a un stress et une pression de compétition. Avant un saut de base jump, c'est quand même plutôt le risque et la vie qui est en jeu. Donc c'est un tout petit peu différent, mais dans les deux cas, que ce soit un saut de base jump ou une voie de finale de Coupe du Monde ou de Championnat du Monde, je me rationalise pas, ou en tout cas mon mental va pas sur mon mental se porte sur ce que j'ai à faire, en fait, plus que je me suis préparée, je suis en forme, je sais tout bien faire. C'est plus maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire dans cette seconde-là? Et en fait, mon cerveau est uniquement présent à l'action que je dois mener. Et quand quand j'étais les pieds au bord d'une falaise, j'étais pas, je sais tout faire, je l'ai fait, mais je suis dans la visualisation de l'action que je vais faire et déjà dans l'action que je vais faire aussi, parce que les choses s'enchaînent très vite. Et en compétition, c'est la même chose. En compétition, c'est la même chose. Les choses je vais y arriver. En compétition, c'est la même chose. Les choses s'enchaînent très vite et il faut toujours être présent, ultra concentré, présent dans l'action pour superposer en quelque sorte le mental avec ce qu'on fait, avec l'action et avec ce qu'on se dit aussi dans notre discours intérieur. Donc pour moi, la clé dans ces sports, dans ce sport extrême qui était le base jump et quel base jump et où la compétition, c'était vraiment d'être ultra concentrée, ultra lucide et ultra présente à l'instant T. Et tu utilisais beaucoup des outils de type visualisation avant dans ta prépa, que ce soit pour l'escalade ou le base jump? Énormément.
Énormément. J'ai toujours énormément visualisé les choses et je le fais encore maintenant pour des performances que j'ai à accomplir. Mais je l'ai aussi fait. J'ai eu un grave accident de base jump il y a une dizaine d'années maintenant je l'ai fait aussi quand j'étais en centre de rééducation parce que je suis restée alitée à peu près 3 mois et en fait je me visualisais tous les jours en train de remarcher, en train de courir, en train d'aller en montagne parce que je savais très bien qu'après être restée 3 mois dans un lit sans avoir bougé mes jambes, ça serait très dur de reprendre. Et je pense que cette visualisation a permis de m'aider à rester active au moins dans mon cerveau. Et donc, quand j'ai repris pour de vrai, c'est allé assez vite. Ça me fait penser à une histoire que j'avais entendue d'un paraplégique à qui on avait dit qu'il marcherait plus jamais et qui justement a refusé ce diagnostic et a justement travaillé énormément avec la visualisation, la méditation, etc. Et après c'est peut-être juste l'exception qui confirme la règle, mais mine de rien, petit à petit, à force de volonté, il a réussi à bouger son gros orteil et puis petit à petit à bouger son pied et maintenant il est capable de remarcher quoi. Et c'est quand même assez dingue quand tu penses au pouvoir des croyances. Moi, j'aime bien parler de la biologie des croyances. Tu vois, par exemple, un truc tout con, mais l'effet placebo est non nul dans la recherche contre le cancer. Ça veut dire que s'il est non nul, ça veut dire que potentiellement, la croyance que le médicament que tu es en train de prendre peut te permettre de guérir le cancer t'aide et te permet vraiment d'en guérir, ou en tout cas, donc je suis pas en train de dire qu'il faut refuser tout traitement médical, etc. Mais c'est quand même dingue de voir la puissance de l'esprit et en fait, c'est normal parce que le cerveau, il n'est pas capable de différencier le réel de l'imaginaire. Pour lui, il faut l'imaginer dans une boîte noire avec un tas de capteurs et que ce soit une création mentale d'une pensée imaginaire ou ce qu'un capteur perçoit, pour lui, c'est la même chose. Et d'ailleurs, qui en doute n'a jamais eu de pensée érotique, comme j'aime le dire. Ça montre bien qu'il y a un impact direct sur la physiologie, tu vois. Et donc ouais, donc sur la visualisation, maintenant, c'est clair que pour les sportifs, avec tout le développement de la prépa mentale, on voit à quel point est-ce que ça peut faire la différence. Et même le fait de voir souvent des gestes répétés à la télé ou en regardant des vidéos, tu vois. Je sais pas, par exemple, je vais parler de Rudy Koya qui est en train de se mettre au kayak. Là, c'est un ancien invité que j'ai reçu. Et du coup, il y a plein de vidéos de kayak. Et à force d'en regarder plein, il se crée tout un monde d'expériences, de références, etc., qui lui permettent toujours un peu plus d'améliorer son geste. Et je trouve ça passionnant, toute cette dimension de hack entre guillemets du cerveau qui vient compléter la pratique sportive par la visualisation, qui était peut-être complètement sous-estimée pendant des années et qui maintenant, j'ai l'impression, est en train de révolutionner un petit peu les façons de s'entraîner. Ah oui, c'est certain. En fait, on gagne la compétition dans notre tête probablement avant même d'être, en tout cas dans mon cas, avant même de commencer à prendre la première prise d'escalade. Je pense que on peut gagner la compétition dans sa tête avant. Et la visualisation, elle devient d'autant plus importante maintenant qu'on a des outils pour se filmer. Enfin, on est maintenant dans un monde de l'image. Il y a énormément de vidéos qui existent et je pense que ça fait que accélérer la progressivité, l'apprentissage chez certaines personnes qui fonctionnent très bien visuellement. Après, il faut toujours quand même le coupler avec la répétition du geste effectif et réel. Oui, et puis de toute façon, sinon ça aurait pas ça serait pas très fun si tu t'arrêtais juste à la visualisation et que tu pouvais pas transférer ça dans le sport qui t'anime et qui te passionne, ça serait quand même un peu dommage. Et tu parlais de gagner des compétitions, justement, c'est quoi à ton avis le mindset d'une championne? Qu'est-ce qui fait que toi tu gagnes et pas quelqu'un d'autre alors que potentiellement, enfin, bien sûr, il y a la partie physique, les compétences, les qualités, etc. Mais je pense qu'il y a aussi une partie qui se joue dans le cerveau et dans la façon dont tu vois les choses. Oui, complètement, complètement. Alors, j'ai pas la recette miracle, mais je pense que il y a certains facteurs qui font que certaines personnes sont capables de mettre en place, de recruter mentalement beaucoup de choses qui les amènent à gagner, à être performantes. Moi, ça s'est fait de façon très progressive. J'ai intégré l'équipe de France à l'âge de 16 ans. Donc l'équipe de France senior. J'ai fait mes premières coupes du monde senior à l'âge de 16 ans aussi. J'ai dû gagner mes premiers championnats du monde à 19 ans. Donc j'étais assez jeune avec des parents qui n'avaient jamais fait de compétition. J'étais dans une petite ville de montagne assez isolée pour m'entraîner et pour discuter avec d'autres compétiteurs. Donc je me suis un peu auto formée. J'ai lu des livres sur la préparation mentale et en fait j'ai eu des déclics à chaque
compétition importante, à chaque Coupe du Monde, j'ai eu des petits déclics qui m'ont permis de franchir des étapes. Parmi ces déclics, un premier déclic important, c'était me libérer de la peur de perdre. En fait, je pense que tant qu'on va en compétition avec la peur de mal faire ou la peur de perdre, on a un espèce de boulet qui nous tire vers le bas et qui nous permet pas d'être à 100% ou à 110% de nos capacités. Une fois qu'on s'est libéré de cette peur de perdre ou cette peur de mal faire, on avance beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide et on est beaucoup plus performant. Il y a aussi différentes étapes sur une carrière de compétition. Quand je suis arrivée sur ma première Coupe du Monde, j'étais vraiment dans la position d'un outsider. Personne ne me connaissait, les gens n'avaient pas entendu parler de mon nom. J'avais absolument aucune pression et je me suis exprimée au maximum. À chaque fois, je suis allée chercher vraiment le plus loin possible pour moi à chaque compétition et ça a très bien marché. Et puis après, on a ces étapes où finalement les gens ils nous connaissent, on sait que on peut gagner, on sait qu'on peut faire un podium, mais on sait aussi qu'on est vulnérable et on a la pression. On a la pression qui est pas la pression de la peur de perdre, mais qui est plus notre pression personnelle à notre envie de gagner fait que voilà, on a cette pression qui est là, on a envie de gagner, on sait qu'on peut gagner ou on sait qu'on peut faire un podium, mais on est encore fragile, on n'est pas vraiment on sait aussi qu'on peut encore faire des boulettes ou des petites erreurs qui vont nous coûter la victoire ou nous coûter le podium. Et ça, c'est un peu la position peut-être qui était la moins évidente pour moi à gérer, mais que j'ai quand même réussi à bien gérer, mais que j'ai trouvé la moins confortable en tout cas. Et ensuite, il y a la position où finalement, on est tellement bon, on est tellement mentalement aussi dans notre bulle, tellement préparé que presque plus rien peut nous arriver. Et ça correspondait à mes dernières années de compétition où finalement j'allais plus vraiment aux compétitions pour gagner, j'allais aux compétitions pour faire une voie de super finale et éventuellement grimper la voie des hommes. Voilà, tout s'était décalé, mon référentiel s'était décalé, c'était pas il faut que j'arrive la plus haute possible dans la voie, c'était il faut que je sorte la voie de finale et qu'il y ait une voie de super finale pour faire une voie de plus, et si elle pouvait être dans la voie des hommes, c'était bien parce que ça me faisait un objectif de plus de nous confronter au niveau des hommes. Donc il y a un peu ces trois phases là. Et après, évidemment, on entend souvent parler de la bulle de concentration. Je pense que ça, c'est fondamental. Arriver à se mettre dans un état où on passe dans un état de grâce ou un état second, c'est vraiment ce que je pense que tous les athlètes de haut niveau qui ont gagné, qui ont fait des performances extraordinaires, ont connu. En fait, à un moment donné, on va basculer dans un état mental qui est complètement différent, où on va peut-être se voir grimper. Enfin, dans mon cas, où j'arrivais à me voir grimper de l'extérieur, j'étais en pleine action, j'étais en finale de Coupe du Monde. C'était dur, j'avais les avant-bras qui étaient complètement durs, gorgés d'acide lactique, et pourtant j'étais à l'extérieur de moi-même. Je n'entendais même plus les spectateurs, je n'entendais même plus les gens m'encourager, et je grimpais, je prenais une prise l'une après l'autre, et je me voyais grimper et arriver en haut de la voie avec quand je clippe le relais final, quand je mousquetonne le relais final, tout d'un coup, tout le bruit, tous les gens qui se mettent à hurler, tout ça qui revient, alors que j'étais sortie de mon propre corps, mentalement, j'entends, pendant plusieurs secondes, peut-être une minute, je sais pas exactement. Et je pense que voilà, les champions, les gens qui font de très grandes performances, arrive à reproduire cet état de grâce ou cet état un peu second de la performance, qui est un état un peu fou. En fait, au début, je me suis dit, mais en fait, je peux même pas dire à mes parents que là, je me suis vue grimper de l'extérieur et tout. Ils vont croire que peut-être j'ai un problème ou quoi. Mais après, j'ai appris que c'était un état de performance normal et à chaque fois, j'ai réussi à le reproduire pour aller au plus loin, au plus profond de moi-même. Et ça, cet état de flow, t'as réussi à en identifier un peu les déterminants, ou bien il arrive tout seul en fonction du contexte? Je demande ça parce qu'en fait, il y a des gens parfois, donc soit dans une performance sportive, soit lors d'une conférence, d'une présentation orale, il y a des moments comme ça où t'entres dans cet état un petit peu second, où tu te transcendes toi-même. Et t'as des gens à qui ça arrive juste par hasard, tu vois, ils en connaissent pas les déterminants, ils en profitent un moment, et puis après ils aimeraient bien le reproduire, mais ils savent pas trop comment. Est-ce que toi, à force
de l'avoir côtoyé, tu as réussi à comprendre un petit peu mieux ce qui se jouait et comment mettre en œuvre tout le cocktail magique pour maximiser tes chances de l'atteindre. Oui, mais je pense que c'est un peu des deux. C'est quelque chose qui était devenu presque automatique et instinctif, mais c'est quelque chose qui est devenu automatique et instinctif parce que j'ai réfléchi à comment arriver à cet état-là. J'ai eu plein de coupes du monde qui m'ont donné de l'expérience et qui m'ont permis de parvenir à cet état-là, et c'était certainement des petits réglages peut-être dont je n'avais pas le contrôle, mais que je faisais un peu intuitivement, un peu en tâtonnant aussi. Et derrière, ça m'a été facile de pouvoir atteindre cet état de façon plus automatisée, plus facile. Mais c'est tout un ensemble. Ça part déjà avant la compétition, de l'échauffement, de plein de choses, qu'on va mettre en place et qui font qu'à l'instant T, on bascule vraiment dans cet état-là, parce que toutes les choses avant, elles ont été aussi, elles se sont aussi mises en place correctement. Après, je peux pas te dire aujourd'hui, peut-être que ce serait bien de pouvoir dire aujourd'hui voilà comment ça se passe, mais en fait c'est vraiment à un moment donné, ton cerveau il enclenche, il bascule dans quelque chose de différent. Et c'est pas, moi j'avais rien à me dire, je me disais pas allez maintenant, c'était pas ça. En fait, à un moment j'étais sur une prise et là je la serrais de toutes mes forces et mon cerveau basculait dans cet état particulier qui est l'état de performance. Et est-ce que tu as une petite, on va dire une petite routine avant compétition ou même avant entraînement qui fait office un peu d'ancrage et qui te permettent de te mettre directement dans ce mode OK, maintenant c'est mon moment, il faut que je me mette en ordre de bataille pour réussir. Alors oui, j'ai eu une routine. J'ai eu une routine que j'aimais bien appliquer, qui me convenait très bien depuis l'échauffement, même depuis la veille de la compétition. Mais j'ai eu une routine dont j'étais capable de me détacher, parce que assez vite en fait dans ma carrière, j'ai vu que finalement il pouvait y avoir des événements qui pouvaient se produire et que la routine elle pouvait être complètement déstabilisée si on se tenait trop à la routine et si on avait trop besoin d'une routine rigide, toujours rodée de la même façon, et qu'il y avait un élément qui se produisait, un incident technique, donc on devait décaler le départ dans la voie, ou alors une personne qui fait tourner une prise, donc c'est un incident technique aussi, mais qui va repasser juste avant vous, ça décale aussi les choses. Donc j'avais un cadre de routine qui me tenait, mais à l'intérieur de ce cadre de routine, j'étais capable d'avoir de la flexibilité et de pouvoir accepter qu'il y ait quelque chose qui survienne et qui ne m'impacte pas du tout. Voilà, il pouvait y avoir quelque chose qui survienne que j'avais pas prévu, qui n'était pas dans ma routine habituelle, mais ça ne me perturbait pas, parce que je m'étais toujours dit il faut toujours être il faut toujours que je reste indépendante, pardon, d'une routine trop figée, trop stricte, mais que je sois capable de faire face à n'importe quelle situation. Et le faire face à n'importe quelle situation, en compétition comme dans la vie de tous les jours ou comme en montagne aujourd'hui pour moi, c'est l'adaptabilité et la flexibilité. Ouais, non, mais ça c'est clair. D'ailleurs, je pense que en travaillant sur des sports à risque comme ça, t'es obligé aussi de développer une sorte de second sens qui te permet justement de t'adapter hyper rapidement, de survivre quelque part. Et je pense que une fois que t'as un peu développé ces nouvelles voies neuronales, elles sont capables de s'activer dans n'importe quel contexte, même si c'est un truc qui a rien à voir avec ton sport ou avec la montagne. C'est comme si t'avais développé une sorte de super pouvoir qui maximise tes capacités d'adaptation et peut-être ton sang-froid aussi, tu vois, la capacité à prendre rapidement du recul face à une situation, de l'analyser et d'en déduire justement une action, une adaptation qui soit cohérente. Est-ce que tu ressens ça? Oui, complètement, complètement. C'est exactement ça en fait. Et plus tu es confronté à des situations où ça te demande de tout de suite traiter la situation extrêmement vite, parce que ça va être une situation d'urgence, une situation où potentiellement il y a un danger, plus voilà, tu actives ces systèmes neuronaux qui te permettent d'être très rapide dans ta prise de décision, dans ce que tu as à faire et dans le changement de direction, ou en tout cas dans une prise de décision qui t'amène à t'adapter sur autre chose ou à changer quelque chose.
Et à plus petit niveau, je pense que c'est aussi pour ça que des hacks comme les douches froides, par exemple, sont devenus autant à la mode, parce que la douche froide ou même le fait d'aller dans un bain d'eau glacée a tendance à activer très fortement le système sympathique, et donc combat fuite. Tu te sens contracté. Il y en a qui partent en hyperventilation. Ils ont comme si j'en ai déjà vu une sortie de l'eau en mode je vais mourir, tu vois. Et après, elle était hors de l'eau, elle était et tu vois, et apprendre à contrôler ton corps, ton esprit grâce à la respiration dans ces moments-là, qui est pas un vrai risque, qui est pas un réel danger pour ton corps, ben ça te donne un pattern de référence qui peut être plus facilement appliqué après dans d'autres situations. Et je pense petit à petit entraîner les gens à gérer leur stress et tu vois, moi dans une autre mesure, je te disais que dans ma vie d'entrepreneur, je passais mon temps à régler des problèmes, et j'ai le sentiment qu'à force de passer mon temps à régler des problèmes, bah maintenant je vois plus rien comme des problèmes, tu vois, c'est juste ma vie. Et tu vois, là le toit de ma maison s'est écroulé, enfin, il peut se passer plein de petits trucs comme ça et ça me touche pas. J'ai un recul tellement important là-dessus. Et ma mère me dit mais ça va, tu dois être stressé, etc. Je lui dis bon non, t'inquiète pas. Et d'ailleurs à cet égard, j'aime bien cette citation. Je me demande si c'est pas Marc Aurèle qui dit donne-moi attends, comment ça va déjà? Donne-moi la force de changer. Attends. Donne-moi le courage de changer ce qui peut l'être. La force. Attends. Ah zut, je l'ai plus bien. Mais Donne-moi je le vois. courage de changer. Ouais. Attends. Donne-moi la force de changer ce qui peut l'être. Le courage d'accepter ce sur quoi je ne peux rien faire en gros. Et bon, je me souviens plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Je la retrouverai. Je la retrouverai. Mais c'est une situation que j'aime bien. Tout à fait. Bon et d'ailleurs bon pour changer de sujet, je voulais savoir, je me demandais ouais à quoi ça ressemblait une journée type d'un athlète. Tu vois là on a parlé un peu des routines pré-compétition, mais j'imagine que t'as une vie qui est centrée autour de tes entraînements. Tu t'entraînes énormément dans ta semaine, donc tu dois aussi avoir tout un tas de petits outils, de petits hacks, de petites routines que tu utilises au cours de la journée pour améliorer ta récupération, pour réussir à encaisser cette pression que tu imposes quand même à ton corps. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu une journée type et me dire un peu à quoi ça ressemble? Oui, bien sûr. Alors, juste pour recentrer les choses, j'ai été athlète de haut niveau quand j'étais bien plus jeune, hein, de 16 à 25 ans. Aujourd'hui, je me considère pas comme une athlète de haut niveau. Aujourd'hui, je fais toujours des choses un peu hors du commun, on va dire. Je suis également guide de haute montagne. J'emmène maintenant des gens. Je les emmène à sortir de leur zone de confort et découvrir mon milieu qui est la montagne. Donc la rigueur de l'entraînement est quand même moindre que quand on est athlète de haut niveau. Mais je me souviens très bien comment c'était d'être athlète de haut niveau et une journée type. Après, si tu veux que je te parle d'une journée d'avant, quand je faisais de la compétition, je peux t'en parler. Si tu veux d'une journée type maintenant, d'une compétitrice retraitée mais qui est toujours très active, parce qu'en fait, voilà, ma vie, elle est très active, mais c'est plus du touche à tout que quelque chose d'extrêmement structuré avec des types d'entraînement bien définis. Je garde dans ma tête en fait tout ce que m'a apporté le haut niveau, avec un planning d'entraînement, avec des blocs d'entraînement de force, des blocs d'entraînement de continuité, des blocs d'entraînement de résistance, la préparation orientée, la préparation physique plus générale. Tout ça c'est toujours présent, mais je dois composer aussi maintenant avec parfois dans mon année je m'étais dit bon bah là à partir de mai je recommence vraiment à beaucoup grimper après la saison de ski, et puis il s'avère que on me propose de partir sur 2 semaines au Groenland pour aller découvrir une nouvelle île et à côté des côtes groenlandaises pour faire du ski, pour faire un film. Donc tiens, j'avais prévu de bien m'entraîner, de me remettre en forme en escalade, mais finalement j'ai cette belle opportunité qui me motive énormément, qui est de refaire du ski, de partir. Et je sais très bien que sur un bateau, on s'entraîne pas. En fait, on vit sur le bateau, puis la journée, on s'entraîne. Donc c'est vrai que ma vie aujourd'hui, elle a quand même vraiment évolué avec non plus des journées d'entraînement typiques, très programmées, très planifiées, où il y a pas trop de place à d'autres choses, avec une vie qui est
quand même toujours avec de l'entraînement, parce que quand on arrive en octobre et en novembre, je vais recommencer à faire du ski de rando pour faire du dénivelé. Je vais quand même me préparer pour la saison avec des exercices de muscu orientés justement pour le ski. Je vais refaire des choses que je me dis tiens, pour mes genoux il faut que je refasse ça, tout ça, donc j'essaye de m'y préparer un mois et demi à 2 mois à l'avance, mais je sais aussi très bien qu'il peut y avoir un événement qui se produit où tiens, on me propose de partir sur un projet de film là en Jordanie pendant 2 semaines. Bon ben voilà, les choses, le rythme d'entraînement ou les choses vont être totalement interrompu pendant cette période-là. Donc c'est sûr que maintenant, j'ai toujours une vie bien remplie, des journées je voudrais qu'elles fassent 40 heures si c'était possible, mais c'est plus un entraînement si spécifique que quand on est dans le haut niveau et qu'on est vraiment dédié à 100%. Dans le haut niveau, on est entièrement à ce qu'on fait. On n'a pas vraiment le choix. De toute façon, si on veut être bon, il faut faire que un sport et le répéter, s'entraîner dur de façon intelligente aussi. Maintenant, voilà, je vais faire de l'alpinisme, donc je vais aussi bien faire de l'escalade que de la cascade de glace, que des ascensions plus neige en montagne, que du ski, que du parapente, et puis d'autres sports aussi à côté. Et du coup, là, tu te fais des blocs de préparation physique un peu générale. Donc, tu parlais de muscu, tu fais peut-être un peu de mobilité, etc. Avant la saison, c'est ça pour te préparer à la saison? Et après, t'en fais plus? Ou bien tu gardes des blocs comme ça toutes les semaines? Non, en fait, quand j'arrive sur l'hiver, j'essaye à partir d'octobre de commencer à travailler les quadris, me remuscler un peu différemment après l'été et de me repréparer pour l'hiver. Mais une fois qu'on est parti dans l'hiver, on enchaîne tellement les journées que c'est difficile. En fait, je trouve que ça rajoute juste de la fatigue de refaire, en fait, quand on est déjà tout le temps sur le terrain à skier et à faire des grosses journées dénivelées, de faire en plus de la prépa à côté. Ça, pour moi, ça, c'est juste, je recrée de la fatigue alors que je vais repartir le lendemain. En fait, il faut aussi que je donne du temps à mon organisme pour récupérer. Sinon, je risque, pour le coup, là, de me blesser. Donc, l'idée, pour moi, maintenant, ce que j'ai trouvé qui fonctionnait bien, c'était de me préparer en amont à partir d'octobre, novembre, pour la saison d'hiver. Et une fois qu'on a commencé à vraiment le ski à fond et les dénivelés, ça fait trop des grosses journées pour derrière rajouter encore quelque chose de spécifique au niveau des jambes. En revanche, j'essaye de maintenir des journées des sessions d'entraînement en escalade, donc sur mur artificiel en intérieur. Je vais faire ma journée de ski et puis à 17h, quand on est rentré, tu fais sécher ton matériel, tu regardes la météo pour le lendemain, tu regardes l'itinéraire pour le lendemain. Après, je vais aller grimper à la salle d'escalade 3 heures pour maintenir mon niveau aussi en escalade. Voilà, c'est plus ça, ouais, c'est plus ça une journée d'hiver. Ça fait quand même des grosses journées. T'es en train de skier toute la journée, tu refais encore 3 heures d'escalade après. Entre les deux, tu enregistres un petit podcast avec moi. Est-ce que tu as des petits hacks justement pour améliorer ta récupération? Alors moi j'adore les micro-siestes, c'est quelque chose qui pour moi est super efficace. Alors je te parle de micro-siestes, tu vas te dire ah, mais c'est sur le sommeil. En fait quand on guide en été des gens, il faut savoir qu'en été par exemple on se lève à 1h du matin ou à 2h du matin pour attaquer la course. On se lève tôt parce qu'on veut que la neige soit dure, qu'elle ait eu un bon regel pour pouvoir progresser à la montée et être descendu pas trop tard avant que la neige chauffe trop, qu'il y ait des chutes de pierres puisque maintenant les pierres se délogent quand ça chauffe. Donc on attaque la journée à 1h du matin ou à 2h du matin, c'est quand même vraiment dur pour l'organisme. Et puis on va finir la journée à 14-15 heures, on va redormir en refuge pour repartir le lendemain et pouvoir faire très rapidement des micro-siestes de quelques minutes. Je me sens tout de suite requinqué si je peux utiliser ce mot. Voilà, je me sens ça y est, je peux repartir après quelques minutes comme ça où mon cerveau a lâché. Je me sens prête pour repartir. Et parfois quand j'ai des journées hyper chargées avec ça m'arrive aussi d'avoir des journées où je fais énormément de route, je suis sur des rendez-vous, j'organise des choses,
je veux essayer de m'entraîner un peu pour garder la forme. Ça me fait des journées, voilà, des grosses journées chargées. Et je trouve que ce sont des journées un peu stressantes parce qu'on veut tout faire rentrer dans le planning de la journée alors que c'est pas possible. Si j'arrive à un moment de me poser dans la voiture à l'arrêt et de lâcher et de m'assoupir pendant 1 minute ou 2 ou 3, je repars. Déjà, j'ai les idées claires et puis je repars vraiment mieux pour la suite. Ça m'arrive de faire ça avant une conférence, de trouver un endroit au calme où j'arrive à m'assoupir, à laisser les choses partir et de me sentir vraiment mieux, vraiment plus concentrée derrière pour ma conférence. Ouais, je suis aussi adepte de ces micro-siestes où je m'endors pas forcément, mais le simple fait de fermer les yeux, ça reboote un petit peu ton cerveau et après tu les rouvres plein d'énergie comme si tu recommençais une nouvelle journée. Et tu le fais même pendant des courses en montagne? Ah non, parce que pendant des courses en montagne, en fait, si on s'arrête, on a trop froid. En montagne, voilà, on va Oui. faire des journées des fois de 26 heures. On va enchaîner, on va partir à 4 heures du mat et on va finir le lendemain à 6 heures de l'autre matin, de la journée suivante. Et on n'aura pas dormi une seconde, on ne se sera pas arrêté parce que en fait, si on se met à l'arrêt, on est quand même dans un élément où on est en altitude, où potentiellement il peut y avoir du vent, on est sur la neige, il fait trop froid pour s'arrêter. Il faut qu'on reste tout le temps en mouvement pour pas se refroidir et continuer d'avancer. Donc ça m'est jamais arrivé pour l'instant en montagne. Peut-être que dans 6 ans on refait un podcast ensemble et que je vais te dire ben voilà, j'ai fait cette grande traversée où j'ai fait ça, où j'ai utilisé la micro-sieste à ce moment-là. Mais pour l'instant ça m'est jamais arrivé sur une ascension. Et quand tu as fait justement cet énorme périple des 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes, comment est-ce que tu l'as ressenti d'un point de vue justement récupération corporelle, etc. D'autant plus que dormir en altitude, bon, tu t'es habitué avec le temps, mais tu dors quand même beaucoup moins bien que sur le plancher des vaches. Il y a quand même cette fatigue intrinsèque qui est liée au fait de manquer d'oxygène, tout simplement. Tes muscles qui tétanisent beaucoup plus vite. Donc il y a une double fatigue. Il y a la fatigue induite par l'effort, par le manque de sommeil, et puis aussi la fatigue liée à l'altitude. Comment est-ce que tu as géré ça? Est-ce que tu l'as super bien géré, ou bien est-ce qu'il y a des moments où tu disais putain j'en peux plus et t'as dû justement aller puiser au fond des ressources de toi-même pour continuer à avancer et te dire c'est juste un pied devant l'autre et au bout d'un moment je finirai bien par arriver au sommet? Alors effectivement, ce projet des 4000, c'était vraiment un projet hyper enrichissant pour moi, hyper transformateur aussi. C'est un projet dont j'ai eu l'idée après une série de plusieurs années de blessures systématiques. Je me faisais des petits traumatismes, mais des petits traumatismes où quand même j'avais une fracture. J'arrivais à me casser le pied en descendant un escalier, ou j'avais des comme ça, pendant 5 ans, je me suis blessée régulièrement. Tous les 6 mois, j'avais un plâtre avec une fracture au bras, au pied, tout ça. Et donc, je me suis dit, non, mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui est pas qu'est-ce qui bloque pour que je sois de façon quasiment permanente avec un plâtre, avec des béquilles, à aller chez le kiné tout le temps c'est pas moi. Et je me suis dit, bon, ben... Dès que tu le sens, tu pars sur ce projet de gravir les 4000 mètres qu'on a dans les Alpes. Ça partait aussi avec une autre idée de me dire pourquoi est-ce qu'on part tout le temps en Patagonie, au Pakistan ou dans les montagnes du Kyrgyzstan, alors que finalement dans les Alpes, à la maison, on a un immense terrain de jeu et peut-être que ce terrain de jeu, j'en connais 20% ou 30%. Donc ce projet des 4000, voilà, l'idée c'était de faire quelque chose localement et de faire quelque chose aussi qui me challenge après 5 années de blessures quasiment permanentes qui m'empêchaient d'avoir de beaux projets, parce que quand on est blessé, physiquement on n'est pas très bon, et puis on perd aussi quand même confiance, on perd confiance en soi, on perd confiance en ses capacités, on se sent pas fort physiquement, du coup ça incite pas à se lancer dans des choses un peu plus corsées, un peu plus longues, un peu plus dures. Et je me suis dit là, je me lance dans ce projet des 82 4000 mètres. Ça va être mon challenge et ça va aussi me remettre en forme et probablement m'aider à retrouver la confiance en moi en montagne. Et quand même, comme j'ai vu que physiquement, avec toutes ces blessures, j'étais pas aussi forte qu'avant, j'ai pris un coach physique pour m'entraîner.
Je me suis préparée 9 mois à l'avance avant ce projet. Avec Steve House, qui est un Américain, un alpiniste américain très connu aux États-Unis et que le milieu français connaît, le milieu de l'escalade montagne connaît aussi ici en France, qui a monté une structure d'entraînement qui s'appelle Uphill Athlete. Et donc, je me suis entraînée avec Steve House 6 jours par semaine, donc entraînée à distance. Tous les jours, il revenait sur ce que j'avais fait et on faisait un peu et il adaptait le programme de la semaine en fonction de mon état de forme et de ce que je lui transmettais comme données. Et c'était hyper intéressant parce que du coup, je me suis retrouvée un peu dans la situation d'athlète de haut niveau à m'entraîner 6 jours sur 7, à dire non à toutes les sollicitations parce qu'en fait, quand on s'entraîne 7 à 8 heures, on n'a plus le temps de faire d'autres sollicitations à côté et d'être vraiment porté sur cet entraînement physique avec lui et c'était hyper intéressant. Donc j'ai préparé ce projet des 82 4000 pour le côté physique avec Steve House, ce qui m'a donné une énorme base d'endurance. Et puis après, il y avait toutes les inconnues que je ne pouvais pas connaître et je ne pouvais pas anticiper tant que je n'étais pas partie dans ce projet. Et une fois que j'ai commencé ce projet, je me suis rendu compte très vite qu'il y avait plein de choses qu'il fallait quand même changer, notamment l'alimentation. Au début, on s'est dit non, on va prendre que quelques barres par jour, 3 barres pour tenir 12 heures, ça suffit, on est entraîné, tout ça. Mais en fait, au bout de la première semaine, les barres sucrées, pour moi, c'était plus possible. Il fallait que j'ai du salé, il fallait que j'ai du gras, il fallait que j'ai des noix, du fromage. Alors, je suis végétarienne, je mange pas de saucisson ou de choses comme ça, mais très vite mon corps m'a dit là il me faut du gras, il me faut du salé, il me faut du solide. C'était le premier gros changement et j'avais jamais eu ça avant dans ma vie. À un moment mon corps qui me dise moi je veux manger du salé, du gras, des choses consistantes et pas des barres énergétiques trop sucrées. Et c'était assez intéressant à voir. Et puis après, ce que j'ai trouvé très dur, effectivement, c'était l'épuisement dû au manque de sommeil, parce que en refuge, on dort pas toujours très bien, et quand on accumule les nuits en montagne en refuge, ça devient dur de récupérer du sommeil. Et puis des fois, en fait, on dormait pas en refuge. Des fois, on dormait, on bivouaquait dehors, on bivouaquait en paroi, on bivouaquait dans des espaces exigus, on pouvait même pas s'allonger, on bivouaquait assis. Donc en fait, on ne dort pas vraiment, on se repose un peu, mais on ne dort pas vraiment. Et quand il y avait des périodes de mauvais temps qui faisaient qu'on restait en bas-vallée et qu'on n'allait pas monter sur des 4000 mètres, j'avais juste une envie, c'était de dormir. Enfin voilà, le gros ce que me disait mon corps, c'est là il faut que tu dormes. En fait, c'était vraiment la chose qui a été peut-être plus difficile que ce que j'avais imaginé. C'était la comment dire l'épuisement du sommeil, le manque de sommeil qui s'est accumulé en fait au cours des mois. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est comme tu l'as très bien évoqué, il y avait des moments, il y avait des journées qui étaient plus longues que les autres, qui étaient plus dures que les autres parce que les conditions étaient pas bonnes, parce que on s'enfonçait beaucoup plus dans la neige, parce qu'il faisait vraiment très chaud ou parce qu'il faisait au contraire très très froid et que c'était dur de combattre le froid. Ou là, tu passes en mode guerrier, en mode bon là de toute façon c'est un pied devant l'autre, on n'a pas le choix. Ça je l'entends tant qu'on n'est pas en danger. Si par exemple il y avait un risque d'avalanche, tu te dis pas là j'ai pas le choix, je mets un pied devant l'autre, je monte. S'il y a un risque d'avalanche sur une pente qui est au-dessus de toi, tu fais demi-tour. Et ça m'est arrivé de faire demi-tour 6 fois sur 6 sommets et de retourner sur ces 6 sommets parce qu'il y avait effectivement un danger objectif trop important pour qu'on décide de continuer. Mais donc effectivement, il y a des moments, il y a des phases dans des projets comme ça. Il y a quand on est en montagne où à un moment on se dit bon, là c'est un pied devant l'autre. Je me mets en mode automatique, je reste hyper vigilante, je suis alerte à ce qui peut se passer autour de moi, une chute de pierre, la neige qui change, la glace qui change. On est donc en mode hyper vigilante, hyper lucide, hyper concentrée et mais quand même en mode guerrier parce qu'on est au bord de l'épuisement. Et juste pour la parenthèse, du coup, tu disais que tu mangeais plus de fromage, de noix, etc. Est-ce que du coup, t'as adopté de manière générale une alimentation de type cétogène ou low carb high fat pour essayer d'être plus sur les graisses et moins sur les glucides dans la gestion de ton effort et de ton énergie quand tu pars en montagne?
Je pense que assez naturellement, mon corps m'a demandé des lipides, oui. Après, j'avais quand même toujours du pain ou des choses comme ça. Puis après, le soir en refuge, on n'a pas vraiment le choix de la nourriture. Ça va être dans des refuges italiens, ça va être les pâtes. Dans des refuges suisses, ça va être plus des pommes de terre. Mais voilà. Mais assez naturellement, sur la journée, j'ai senti qu'il me fallait quand même plutôt du gras que trop du sucre ou des sucres lents. Mais ça s'est fait vraiment de façon intuitive, on va dire. Et c'était pas une réelle intuitive parce que tu as aussi développé. Pardon, vas-y. Non, j'allais dire, il y avait pas une réelle volonté de passer à un type de régime spécifique. J'ai plus écouté mon corps qui me disait, bah là, je veux vraiment ça, et donc je lui ai donné ce qu'il me réclamait. Mais voilà, il y avait pas une volonté ou une démarche de me dire, je suis un régime cétogène ou un autre type de régime parce que je sais que c'est bien, que ça marche pour moi. J'ai plutôt fait au feeling, aux sensations que j'avais, à ce que me renvoyait mon corps. Mais ça vient aussi du fait que tu as une communication, à mon avis, très fine avec ton corps. Tu te connais particulièrement bien, comme beaucoup d'athlètes qui ont justement exploré leur physicalité, aussi leurs limites, et qui par conséquent sont particulièrement à l'écoute d'eux-mêmes, beaucoup plus que la plupart des gens qui vont écouter leurs envies sucrées et leurs besoins de dopamine facile. Et donc voilà, donc c'est aussi une spécificité entre guillemets que tu as pu développer au cours de ta carrière. Et tu t'as évoqué le fait que tu avais fait 6 fois demi-tour dans ton périple. Et je trouve que c'est intéressant parce que je pense que c'est difficile pour un athlète qui a un objectif de faire demi-tour de façon générale. C'est le cas pour des épreuves, par exemple, d'endurance très longues, des trails, des ultra-trails, etc. Et tu sens que tu as atteint les limites de ton corps et tu continues quand même. Et d'un côté, c'est génial parce que c'est ça qui te permet de te dépasser et d'arriver au bout. Parce que forcément, quand tu fais des épreuves telles que celle-là, eh ben, il y a un moment où ton corps, il dit, je peux plus. Et c'est normal parce que c'est un instinct de survie et qu'il est naturel. Et donc, si tu apprends pas à le dépasser, bah, quelque part, t'arrives jamais au bout. D'un autre côté, si tu prends pas assez conscience des différents signaux qu'il peut t'envoyer, ça peut devenir dangereux. Dangereux pour ta santé, pour ta récupération, etc. Et encore plus en montagne. Puisque, évidemment, là, notamment, tu parlais un petit peu plus tôt du Népal, d'Himalaya, etc. Il y a plein de gens qui sont arrivés au sommet et qui ont jamais réussi à redescendre. Et pourtant, ils avaient atteint le sommet. Et je pense, tiens, par exemple, à Mike Horn qui a tenté 3 fois le K2 et la 3e fois, il a fait demi-tour à 200 mètres du sommet. J'imagine à quel point ça doit être dur quand tu fais un projet de cette ampleur avec des mois de préparation, un coût qui est quand même pas négligeable, que tu l'as déjà que t'as déjà échoué 2 fois à réussir plus ou moins ton record, etc. De dire ok, là c'est trop dangereux, je fais demi-tour alors que t'es à 200 mètres du sommet. Tu dis je suis à côté quoi, je suis à un pas du sommet, j'ai fait le plus dur. Et non, t'arrives quand même à avoir cette responsabilité, cette conscience de faire demi-tour. Comment est-ce que ça se traduit toi dans ta réflexion? Après, je suis convaincu que c'est grâce à ça que tu restes une athlète en vie et que tu vas pouvoir recommencer un autre sommet, etc. Mais je suppose que malgré tout, dans ton esprit, ça doit être difficile à gérer. Comment est-ce que tu jauges les choses et t'arrives à prendre cette décision-là à un moment donné? J'espère aussi que je vais rester en vie le plus longtemps possible. Mais c'est une très très bonne question et je pense que là, sur ce point-là, vraiment, chacun met un curseur très personnel à un endroit différent. J'allais dire, d'une façon générale, je pense que c'est plus facile pour une femme que pour un homme de faire demi-tour. Et ça, je l'ai déjà constaté. Par exemple, on est un groupe de 3 ou 4 professionnels. Je suis avec 3 amis, tous hyper compétents. On va skier. On sent que la neige, c'est le manteau neigeux. Pas si stable que ça. C'est certainement moi qui va dire en premier. Moi, je trouve que là, la neige, ça va pas. Et tout le monde va dire ouais, d'accord. Et on va faire demi-tour. Je pense que du coup, pour une femme, c'est probablement plus facile parce qu'on a un instinct de conservation, un instinct qui est autre que celui pour un homme. Hein. On est de structure pas fait pareil. Et à mon avis, c'est un peu plus facile pour une femme que pour un homme de faire demi-tour. Maintenant, comme tu l'as très bien décrit, quand on part sur un projet, notamment en Himalaya, ça va être une expédition de 2 mois, ça va être des sommes vraiment importantes, ça va être des mois et des mois de préparation en amont et qu'on n'a qu'une petite fenêtre météo
pour faire cette montagne. Par exemple, dans le cas du K2, voilà, il faut plusieurs semaines d'acclimatation, au moins 4 à 5 semaines d'acclimatation avant de se dire là à la prochaine fenêtre météo, je vais pouvoir y aller, et faire demi-tour parce que c'est trop dangereux. Ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Mais c'est à chacun de mettre son curseur. Moi, je réfléchis de façon assez simplement. Je me dis, est-ce que là, je suis en danger? Oui, non. Oui, je suis en danger. Est-ce que ce danger, je l'accepte ou est-ce que pour moi, il est trop important? S'il est trop important, je fais demi-tour. Si c'est un danger que j'accepte parce que je me dis, ouais, je suis sous un sérac, mais je pense qu'il va pas casser là tout de suite sous notre passage, donc j'y vais. Si c'est un danger où je me dis non mais là je suis sous une pente de neige qui est extrêmement chargée, c'est trop dangereux, je l'accepte pas ce danger-là, je fais demi-tour. Voilà, c'est un curseur qui est assez simple, mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on doit prendre une décision en montagne, qu'on a tout l'émotionnel qui nous envahit, qu'on a la fatigue, et certainement sur un 8000 où on n'a pas l'oxygène, où c'est encore plus difficile d'être lucide, il vaut mieux développer un outil très simple. Je suis en danger, oui, non. Est-ce que le danger est très important? Oui, non. Et là, on a répondu à la question et on sait s'il faut faire demi-tour ou pas. Et c'est pas sur des choses qui vont me demander trop de temps. En fait, la décision, elle se prend en 2 secondes, en 2 questions. Et une fois que j'ai décidé ça, peut-être que la pente de neige, elle va pas partir en avalanche, mais en tout cas derrière, je n'aurai aucun regret parce que je me suis dit c'est la décision qui t'est parue la plus juste au moment où tu étais à tel endroit et il y a aucun regret à avoir. Mais effectivement, c'est très difficile et c'est pour ça que même des alpinistes très forts, très compétents, avec extrêmement talentueux, notamment sur des sommets à plus de 8000 mètres, quand le cerveau manque d'oxygène, qu'on n'a pas la même lucidité, qu'on n'a pas la même capacité cognitive, arrivent à se faire piéger parce que leur envie d'aller au sommet est plus importante que de voir le risque ou de se dire mais là en fait je me mets trop en danger, je vais peut-être pas rentrer et c'est un piège qui est difficile, qui est très difficile à éviter. Est-ce que la pratique comme ça de sport extrême a changé ta vision de la mort et par extension de la vie? Je pense que la pratique de sport extrême est d'être confronté quand même assez souvent à des risques et finalement à la mort parce que dans notre milieu, chaque année, il y a des amis proches qui vont décéder dans une avalanche ou en alpinisme ou en parapente. Donc quand on additionne tout, ça fait quand même pas mal de décès en fait, qui sont jamais faciles à vivre. Mais finalement, je pense que ça a transformé ma vision de la vie et comment elle est précieuse, comment la vie est précieuse. Je pense que voilà, maintenant, je me dis mais la vie est tellement précieuse, il faut faire tout son possible pour la mais la vie est tellement précieuse, il faut faire tout son possible pour la préserver et aussi prendre soin de sa santé, prendre soin de soi-même, mais aussi être présent pour les gens qui nous aiment et qu'on aime et pas passer à côté de ça alors qu'on est pris par nos projets, par notre passion qui font qu'on est toujours à 1000 à l'heure. Voilà, ça m'a fait depuis des années réaliser combien la vie est belle et précieuse et combien il faut vraiment essayer de la préserver et d'aimer les autres, d'aimer la vie. Ouais. Ouais, c'est très juste, très beau. Et pour autant, tu vois, tout en la préservant, malgré tout, essayer d'en profiter et de vivre avec intensité. Tu vois, je vois tellement de gens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler dans un boulot qui leur plaît pas forcément, et le soir qui s'échouent devant Netflix, le week-end qui vont faire un after work ou un barbecue avec des amis collègues qu'ils n'ont pas vraiment choisi, avec qui ils ont des conversations assez passables. Ben, je me dis quelque part, ils vivent par normalité, par mimétisme de la façon dont les autres vivent, alors que c'est tellement plus riche que ça. Et je me dis c'est dommage, tu vois. Et je parle un petit peu d'expérience, même si j'ai toujours une vie assez active et que j'ai toujours fait pas mal de choses. J'ai une vie complètement différente par le passé, caractérisée par de nombreux excès. Et je m'aperçois aujourd'hui que je suis tellement plus heureux, plus épanoui, j'ai plus d'énergie, je suis plus créatif. Et je trouve que c'est tellement beau et tellement précieux justement de
de profiter pleinement de ce cadeau, de se dire ok, on a la chance d'être incarné dans un corps, la terre recèle de mille et une expériences magnifiques et magiques, de personnes à aimer et de conversations passionnantes à avoir. On a aussi une responsabilité quelque part vis-à-vis de ce cadeau et d'en profiter un maximum. Et bien évidemment, tu vois, préserver sa santé, ça permet d'en profiter parce que si t'as pas de vitalité, c'est difficile de faire tout ce que tu as envie de faire. Tu vois, le fait d'être en forme, c'est ça aussi qui te permet demain, tu sais que tu faisais plusieurs sports différents, etc. Moi, demain, tu me proposes une journée de, que sais-je, d'escalade, d'alpinisme, de ski ou autre. Ben, je serais ravi de t'accompagner et j'aurais certainement du mal à te suivre, mais je sais que je pourrais le faire parce que je suis en forme, tu vois. Et tu vois, je vois ma grand-mère qui a 90 ans, elle travaille tous les jours dans son jardin qui fait 2 hectares en campagne belge. Et quand je vais lui rendre visite avec ma petite fille, eh ben elle se met à 4 pattes, elle joue avec elle et elle est à 4 pattes super bien, tu vois. Elle a pas mal au dos, elle a pas de mal à se relever. Enfin, c'est génial aussi, tu vois, de pouvoir profiter pleinement de son expérience de vie comme ça. Oui, c'est certain, c'est certain. On a eu un basculement un peu, notamment avec le Covid, où une partie de la population est devenue plus sédentaire. Une autre partie de la population s'est dit mais non, mais moi je vais profiter de ce temps pour m'entraîner, pour rester en forme. Et je pense que l'humain est fait pour être en mouvement et fait pour être confronté aux choses aussi. En fait, si on sort jamais courir sous la pluie, on sait pas ce que c'est et on va pas vivre ça. Si on s'expose jamais à un tout petit risque, ben oui, on va vivre des choses chouettes, mais se confronter un peu à des dangers, à des risques, pour se rappeler aussi que bah oui, des fois il faut se confronter à ces choses pour être capable de prendre les bonnes décisions, pour avoir les bonnes réactions, pour avoir les bons réflexes et pour grandir aussi, pour évoluer. Je pense que moi j'aime me confronter aux éléments, j'aime ben comme tu l'as dit, sortir de ma zone de confort. Voilà, après que tout le monde ne le fasse pas, je comprenne très bien, mais je pense que parfois, on bascule dans une société qui devient de plus en plus aseptisée, de plus en plus protectrice, et c'est pas forcément bon pour l'humain au final. Quand on fait du vélo, ben à un moment quand t'es enfant, bah tu vas tomber de ton vélo, mais tu apprends que bah la chute c'est pas agréable, c'est pas sympa, c'est pas confort, on a raclé la peau. Si on est toujours trop surprotégé, qu'on peut pas expérimenter les choses petits, adolescents, jeunes adultes, c'est sûr que derrière ça va être on n'aura pas eu ce vécu de se confronter à des choses, à des éléments, et ce qui font qu'on préfère rester dans quelque chose de plus aseptisé, mais ça nous fait pas grandir, ça nous fait pas évoluer. Et en fait, ça fait pas l'humain. L'humain, il a toujours été dans des conditions qui ont pas forcément été faciles, où il fallait chasser pour manger, où il fallait faire des choses pour survivre. Et je crois qu'il faut garder un petit peu de ça quand même dans nos vies en 2022, bientôt 2023. Garder un peu ce contact avec, continuer à se confronter aux éléments, continuer à se confronter à des mini dangers, à des mini risques, pour se dire que ben tiens, oui, ça peut être risqué de faire ça, mais si on le fait bien, ça marche aussi, et ça permet d'aller découvrir ou d'explorer d'autres parties de soi-même et d'autres parties de la vie aussi. Ouais, complètement. Je trouve que je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis tu dis sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément pour tout le monde. Moi, je pense que si, au contraire. Par contre, sortir de sa zone de confort, ça veut pas forcément dire faire quelque chose qui va mettre en danger ta vie. Mais comme tu le dis très bien, c'est ça qui nous permet de grandir, d'évoluer, de progresser. Et quant au côté protectionniste, qui du coup nous rend hyper vulnérables face à n'importe quel risque. Tu vois, là, on le voit très bien avec les potentielles pénuries d'énergie, d'électricité qu'on a en France, et les gens sont paniqués en mode comment on va faire pour se chauffer, c'est une catastrophe, etc. Parce qu'on est tellement habitué à notre confort, à avoir la même température toute l'année, la clim l'été, le chauffage d'hiver, etc., de la nourriture à portée de main, qu'on n'est plus capable d'accepter le fait qu'en fait la vie c'est une sinuosidale, qu'il y a des hauts, il y a des bas, et qu'il faut être résilient et être capable d'y faire face. Et dans un autre niveau, j'ai une petite fille qui a 2 ans et je lui ai toujours laissé beaucoup d'autonomie dans ses mouvements, notamment, tout en appréciant le risque. Tu vois, si c'était quelque chose où potentiellement elle tombe et elle se fait mal, je la laisse faire. Si elle risque de tomber et mourir, je vais quand même faire un peu plus attention, tu vois. Et le On est résultat des d'accord. courses, déjà,
tu t'aperçois que avant de savoir marcher, elle savait escalader et qu'elle escaladait très bien. Donc je fais une petite parenthèse sur le sujet puisque c'est l'une de tes passions, mais je pense qu'on a complètement perdu et oublié cette capacité du corps humain à escalader, qui pour autant est peut-être héritée de notre époque des grands singes et qui fait partie d'une certaine façon de notre ADN. Et elle se révèle magnifiquement bien chez les bébés et les enfants qui passent leur temps à tout escalader, et des choses qui paraissent petites pour nous, mais qui par rapport à leur taille sont immenses. Et donc moi j'ai été subjugué et impressionné par cette capacité à escalader avant de savoir marcher. Et puis maintenant qu'elle marche, écoute, elle chute peut-être beaucoup plus souvent que les autres enfants parce que je la laisse faire beaucoup plus de choses, mais elle s'amuse à marcher sur des poutres en équilibre, elle monte et elle descend toute seule les escaliers. Enfin, elle est hyper autonome dans ses mouvements. Elle a une petite échelle pour monter sur un lit superposé qui était déjà là parce que je loue une maison et il y avait ce lit superposé. Elle monte toute seule l'échelle, elle monte sur le lit d'en haut, après elle descend toute seule alors qu'elle a 2 ans, tu vois. Et du coup, tu vois, quand elle tombe en plus, au début, peut-être que les premières fois, elle pleurait. Et maintenant, quand elle tombe, elle va se relever. Tu vois, peut-être que ça lui fait mal. Elle dit bobo en montrant l'endroit où elle a mal, mais elle gère sa douleur, tu vois. Donc, elle apprend aussi à gérer la contrariété. Je sais pas si contrariété est le mot, mais à gérer la difficulté, tu vois. Et donc, je pense que ça fait partie des apprentissages de la vie. Pour moi, c'est hyper important. Et je suis fier de voir l'évolution et ce que ça lui permet de faire, tu vois, la liberté aussi que ça lui donne. Je pense que le fait d'avoir peur de notre environnement, ça nous emprisonne aussi. Tu vois, il y a une philosophie de mouvement que j'aime bien qui s'appelle MovNat, et donc j'ai passé les certifs 1 et 2, et puis j'ai reçu 3 autres invités qui promeuvent un petit peu cette méthodologie. Et donc en gros, ça travaille un peu toutes les habiletés humaines. Tu travailles la marche au sol, le climbing, le lifting, le balancing, donc la marche en équilibre, les sauts, les franchissements, etc. Et je trouve que développer ces habiletés qui pour autant sont naturelles pour l'homme, mais oubliées pour la plupart, eh ben ça change tes lunettes et ça change ta vision du monde. Et ensuite, quand tu te promènes dehors, t'es pas simplement en train de te promener dans la rue. Tu vois une rambarde et tu dis comment est-ce que je pourrais sauter par-dessus et la franchir. Tu vois un parpaing et tu te demandes tiens, est-ce que je serais capable de le porter au-dessus de ma tête. Tu vois je sais pas, une branche d'arbre, tu dis ah tiens, est-ce que je serais capable d'escalader la branche et puis après peut-être de monter en haut de l'arbre. Tu vois une rivière, tu te demandes si tu es capable de sauter de l'autre côté. Enfin, tu vois toute ta perception du monde change, et en fait, tu retrouves un petit peu aussi ce regard d'enfant et cette capacité à jouer avec ton environnement, jouer avec ton corps. Qu'on a complètement oublié en devenant adulte et trop sérieux, bloqué dans des vêtements qui nous emprisonnent parce que ils inhibent notre capacité de mouvement et parce que l'exubérance est mal vue en société. Donc moi, tu vois, à mon bureau par exemple, je m'amuse à me suspendre aux escaliers ou parfois à faire quelques trucs de mobilité au sol, tout simplement parce que ça me fait du bien, ça étire un peu mon dos, ça fait circuler le sang, ça m'oxygène. Et bon, bah maintenant mes salariés sont habitués. Mais au début, clairement, tout le monde trouvait ça bizarre. Oh là, tu mets tes mains sur le sol, mais c'est sale, il y a des pieds qui marchent dessus. Et ben c'est bon, mais mes mains, elles sont remplies, la peau est remplie de protection, t'as des défensines, etc. Elle est fait pour ça, tu vois, c'est une barrière naturelle. Arrêtons de voir nos mains comme un truc hyper fragile et hyper protégé, tu vois. Et donc j'ai l'impression que tout ça, quelque part, inhibe et diminue notre expérience de vie, et que quand t'arrives à réveiller un petit peu cette flamme intérieure, et ben ouais, ta vie change parce que les lunettes avec lesquelles tu vois le monde changent. Complètement. Je pense que oui, je suis complètement d'accord avec ton témoignage. Et effectivement, en fait, quand tu t'autorises à essayer autre chose, à faire autre chose que ce que tu as l'habitude de faire, ben, ton regard change, et du coup il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent, ou des nouveaux territoires qui vont s'offrir à toi, et ça fait partie de la richesse de l'expérience de la vie. Exactement. Et d'ailleurs, quelque part, comment dire ça? Tu vives des expériences, des émotions un peu au-delà de la moyenne, comme toi, mais comme tout le monde peut le vivre à leur niveau. Est-ce que d'une certaine façon, ça te rend pas un petit peu accro? Et est-ce que tu arrives à apprécier après des choses normales, ou est-ce que tu as toujours besoin justement de ces petits challenges, de ces petits défis, de ces petites sorties de ta zone de confort? Est-ce que tu as besoin d'aller un petit peu toujours plus haut? Et c'est une bonne question aussi. Je pense que effectivement, on a besoin en tout cas pour ma part, j'aime bien ces émotions un peu plus fortes, ces moments un peu plus fous.
parce qu'ils me font me sentir d'autant plus vivante et d'autant plus vraie. Je sais pas comment vraiment l'exprimer, mais quand on a fait une ascension difficile, engagée, on sait qu'il y a absolument pas la possibilité de redescendre, que la seule sortie c'est par le haut, que peut-être arrivé au sommet on va sortir les parapentes, qu'on va décoller, qu'on va survoler les glaciers. Voilà, ce sont des moments qui sont assez incroyables et on sait qu'on a fait quelque chose de dur, on sait qu'on l'a bien fait, on sait qu'on va décoller et ça nous anime, ça nous remplit, c'est quelque chose de vraiment fort. Mais je sais aussi que finalement il y a plein de choses hyper intéressantes dans la vie et peut-être que ça va pas m'animer de la même façon, mais que je vais quand même toujours trouver de l'intérêt. Ne serait-ce que l'humain, en fait, je suis à chaque fois, j'aime l'humain, j'aime quand je discute avec quelqu'un, trouver, découvrir toutes ses qualités, sa vision des choses, comment elle traite l'information. Je suis hyper intéressée. Je trouve que c'est tellement riche de comprendre comment l'humain fonctionne et de comprendre les gens autour de nous, comment ils fonctionnent. Juste ça, ça me passionne. Et bien sûr, ça va pas être des émotions aussi fortes, des moments aussi forts, des choses qui vont rester engrammées dans mon cerveau aussi fortes. Mais je crois que, en tout cas, à 45 ans, j'arrive à m'épanouir et à faire que plein d'autres choses peuvent m'animer que une ascension de 18 heures technique qui était un vrai challenge qu'on a réussi et où il y a une énorme satisfaction et une énorme joie de se retrouver sur sommet. C'est sûr que ça va être des moments très forts, mais il y a aussi tellement d'autres belles choses dans la vie que je pense que il y a plein de petites choses qui m'animent et qui font que je trouve que la vie est super chouette, même quand je suis pas en montagne. D'ailleurs, en parlant de ces autres petites choses, ouais, vas-y. Pardon. Non, mais pour donner un exemple très concret, il y a 2 jours, j'ai traversé l'Italie pour aller voir 2 marques avec lesquelles je travaille, et j'étais donc dans l'une de ces marques qui fait tout fabriquer en Italie. Et en fait, d'aller voir toute la chaîne de fabrication avec toutes ces personnes dédiées, passionnées, et de rencontrer aussi tout le bureau d'études, le bureau de développement, tous ces gens qui fourmillaient là-dedans, mais qui avaient tous des étoiles dans les yeux, qui avaient tous envie de faire le meilleur chausson d'escalade, la meilleure chaussure de ski de rando, et il y avait cette énergie qui était là, et c'était un moment hyper fort. Je suis rentrée boostée, un peu époustouflée. Voilà, ça m'a pas laissé. Juste le contact avec ces gens, avec tout ce qu'on a pu, tout ce que j'ai pu voir, que ce soit de la personne qui met la colle sur du cuir de chaussons d'escalade pour qu'ensuite on mette la semelle d'escalade. Voir comment elle faisait ça de façon tellement précise, tellement automatisée, clac, 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 et discuter avec ces gens qui sont hyper passionnés, hyper motivés et qui aiment ce qu'ils font. Je suis rentrée mais boostée comme si j'avais fait une ascension du Mont Blanc avec un vol en parapente derrière. Voilà, je suis rentrée comme si j'avais fait une ascension que j'avais envie de faire depuis longtemps. Magique. Bah écoute, c'est marrant parce que c'est un peu ce que je ressens parfois quand je fais ces podcasts aussi, où je rentre dans une espèce d'état de flow et je sors de là, ouais, je me sens rempli, tu vois, et rempli d'énergie, rempli de bonheur, de gratitude, et c'est pour ça que j'adore faire ces podcasts. Et en parlant d'autres petites choses de la vie, j'avais entendu que t'étais passé dans Extraterrien de mon pote Bart, et tu disais que t'avais envie de tester un petit peu la permaculture, l'autonomie, etc. De par ta conscience écologique et puis une envie plus profonde de remettre les mains à la terre. J'imagine qu'avec ton emploi du temps chargé et tes différents allers-retours en Espagne, en Italie, dans les Alpes, etc., ça doit pas être facile à gérer, donc probablement que tu as abandonné. Mais j'avais envie d'avoir un petit retour sur cette expérience vers l'autonomie. Non, bien sûr que non, je n'ai pas abandonné. Et après, il faut juste que je sois réaliste par rapport à ma capacité et à la grosseur. Donc, j'ai commencé en fait à un petit niveau, sur une petite surface, mais pour moi, mettre les mains dans la terre, voir pousser les choses, c'est quelque chose qui m'anime aussi. C'est quelque chose
je vais aller observer le matin comment ça a poussé, et je sais pas, ça me remplit d'une bonne énergie, ça me remplit de joie. Je me dis, mais la nature, c'est dingue. En fait, ce qu'on arrive à faire, enfin, ce qui pousse, ce qui sort en quelques dizaines de jours, je suis à chaque fois, pareil, émotionnée parce que je trouve ça beau et que je trouve ça fou, et que je me dis, mais une petite graine comme ça a autant de force pour développer finalement un plan complet qui va nous donner des fruits et des légumes. Je trouve ça assez incroyable. Mais il faut voir que effectivement la saison elle est courte. Hein. Déjà j'habite en montagne à plus de 1000 mètres d'altitude. L'ensoleillement n'est pas le même que dans d'autres régions, et que là depuis octobre en fait il y a plus rien qui pousse encore. Mais à mon petit niveau, avec en étant réaliste sur ma capacité l'été d'entretenir tout ça, je progresse, j'apprends, j'observe aussi, j'observe comment les choses marchent et celles qui marchent pas, et je prends des petites notes dans un petit carnet, et le jour où je disposerai d'un plus grand terrain et de plus de temps, je commencerai à être peut-être un peu au point. Mais au final, la nature est bien faite parce que ça tombe nickel. Le fait que plus rien ne pousse en hiver, ça tombe pile dans ta saison où justement t'as beaucoup moins de temps à consacrer à ton potager. Donc au final, c'est fait pour toi. Mais je partage tout à fait c'est pour ça que je te pose la question aussi. Moi aussi, tu vois, je rêve d'avoir un plus grand terrain et de vivre en semi-autonomie. Je cherche pas l'autonomie totale, bien évidemment. C'est une lubie, à mon avis, qui est complètement utopique. Mais en tout cas, de remettre un petit peu plus de conscience dans ce que je mange. Donc, je le fais déjà, tu vois, en essayant de me procurer ma nourriture auprès de petits producteurs locaux, bio, etc., qui essaient de faire les choses bien. Quand tu regardes la permaculture, c'est magique. Tu t'aperçois que chaque plante se renforce et se sert l'une et l'autre. Et tu vois, t'as vraiment un microcosme qui se crée et la nature est tellement bien faite, c'est merveilleux. Et comme tu disais, qu'après, tu vois ta plante pousser. Et ça prend du temps, tu vois, il y a une forme de patience, d'attente, et en même temps, tu peux déjà te délecter en voyant, je sais pas, ta tomate grandir, rougir, et tu te dis, ah, bientôt je vais pouvoir la manger. Et je trouve qu'il y a aussi une notion de partage, parce que quand tu l'as vu comme ça pousser, grandir, et déjà tu lui prêtes, on revient à la biologie des croyances, où tu lui prêtes déjà toutes des qualités nutritives et gustatives qui vont encore améliorer et son impact sur ta santé et son impact gustatif. Et en plus de ça, tu es fier de ta tomate. Donc tu as envie de la partager. Donc quand tu vas recevoir quelqu'un chez toi, tu vas être content de lui dire, regarde, c'est pas une espèce de truc que j'ai acheté en magasin, etc. Là-dedans, il y a de l'amour, là-dedans, il y a de la conscience, là-dedans, il y a une histoire et je te l'offre. Et j'ai envie de la partager avec toi. Et donc ouais, je trouve que c'est assez magique. Et moi qui a un travail potentiellement beaucoup plus déconnecté de la nature que toi et qui aujourd'hui est justement besoin viscéralement de ce retour à la nature. C'est pour ça que je fais du sport dehors, que je vais marcher, que je fais du trail, de la randonnée, d'alpinisme ou plein de sports comme ça outdoor quand je peux, et que le moindre moment de libre, j'aime le passer dehors. Et mais donc ce boulot très numérique, très connecté, me donne une envie profonde de remettre les mains à la terre, tu vois, vraiment de revenir à l'essentiel, à des choses qui entre guillemets ont du sens. Je suis pas en train de dire que mon travail a aucun sens, mais tu vois, revenir à mes racines. Et oui, c'est important. C'est exactement ce que tu disais. Mettre de la conscience, mettre de l'amour et avoir cette espèce de. Moi aussi, j'éprouve ça. J'éprouve de la fierté en fait quand j'ai des super belles courgettes, quand j'ai des tomates. Je me dis mais ouais, je suis trop fière de ce qui s'est produit, et d'avoir ça. De l'avoir produit, ça m'emplit de fierté, ça m'emplit d'une certaine forme de joie aussi. Exactement. Bon, et maintenant que ton potager est sous la neige et que tu peux t'adonner à tes projets, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce sur quoi tu travailles, vers quoi tu vas? Alors on rentre là d'un vraiment très beau voyage en Jordanie, qui était un projet d'escalade. Donc on travaille sur un film qu'on va faire dessus. On aimerait sortir pour le printemps l'année prochaine, printemps 2023. Et puis là, en fait, le beau projet, ce serait de partir au Groenland pour aller explorer une île près des côtes ouest du Groenland, en ski, faire des images de ski bien sûr, et puis découvrir, aller là-bas, voir les itinéraires
qu'on peut faire, voir le terrain, s'approprier un peu le lieu, enfin connaître mieux les choses. Donc ce sera un peu le projet de l'hiver, ce voyage au Groenland. Mais à côté de ça, je travaille aussi comme guide, donc je prépare aussi ma saison avec pas mal de demandes pour emmener des gens en montagne, emmener des gens skier. Et je trouve que ça a un côté aussi passionnant parce que il y a beaucoup d'humains, on échange énormément. J'adore voir les gens qui vont monter, puis à un moment ça va être dur, mais quand même je vais les motiver, ils vont se dire non mais le sommet est plus très loin, et de voir que les gens arrivent en haut alors que ça n'a pas été facile, qu'ils se sont quand même accrochés, un peu battus pour arriver là et profiter derrière d'une belle descente, c'est hyper c'est une belle récompense pour moi. Ce que je vis à mon niveau, j'arrive à le faire vivre à d'autres personnes, et je trouve que c'est vraiment un beau partage et une belle récompense d'emmener des gens en montagne et de leur faire vivre des choses qui pensaient peut-être pas possible pour eux ou qu'ils n'auraient pas fait sinon. Voilà, donc c'est une autre partie de ma vie qui m'anime aussi énormément et que je trouve très riche. Et puis après, j'ai toujours des projets pour moi, des projets personnels sur Chamonix, de descente à ski. De temps en temps, en été, tu vois un couloir, tu te dis tiens, mais ce couloir, en fait, je l'ai jamais skié. Cet hiver, je vais revenir, je vais le faire. Voilà, il y a toujours des choses qui captivent mon attention, mon imagination, et où je me dis mais tiens là j'irais bien mettre mes spatules là cet hiver, ou tiens j'irais bien explorer un peu plus ce côté-là du glacier ou du massif que je connais moins bien. Il y a toujours quelque chose qui va me captiver et qui va me donner envie d'aller. Donc l'hiver est composé en général d'un gros projet, et puis après de plein de micro-aventures locales et de partage avec les personnes que j'emmène en montagne. C'est beau, je trouve, ce côté, cette notion de partage, enfin, tu vois, pour moi, j'ai fait plein de trucs potentiellement entre guillemets extrêmes. Alors pas extrêmes comme toi, mais extrêmes considérés d'un point de vue adrénaline pour le commun des mortels, on va dire, donc pas pour les athlètes de très haut niveau. Et l'alpinisme, ça a été vraiment les sensations les plus fortes que j'ai vécues, notamment parce que t'as une vraie conscience de la mort. Tu vois, quand tu marches moi j'étais pas du tout habitué au vide. Quand tu marches sur une crête comme ça avec le vide des deux côtés et tu sais que si tu tombes, la moindre erreur, tu meurs. Déjà, ça c'est une réalité qui est percutante, tu vois. Et même si tu fais des sauts en parachute, ce genre de choses, en fait c'est pas pareil parce que quelque part tu sais que t'as ton parachute. Là, tu sais vraiment que t'as pas le droit à l'erreur. Donc t'as une espèce de concentration intense. Et il y a la difficulté de l'effort, du manque d'oxygène, etc. Tu vois, je me souviens par exemple quand je faisais le Mont Blanc, justement, sur l'arête des bosses, mon guide nous disait pas qu'on allait approcher du sommet. Et donc, on montait un mur et puis on se disait, tiens, on va être au sommet. En fait, non. Et il y en a une autre. Et on savait pas où on était. Tu vois, on se disait peut-être qu'il reste encore. En plus, on avait plutôt marché vite. Et donc, comme il nous avait donné un peu les temps qui étaient nécessaires, on se disait, ouais, il nous reste peut-être encore 1 heure. Et en fait, non, on y est arrivé. Et donc, quand j'y suis arrivé, au début, j'y croyais même pas. Je pensais que je me disais il doit y avoir un autre mur qui doit se cacher derrière, tu vois. Puis après quand j'ai compris que j'y étais vraiment par ce paysage époustouflant, etc. Je te jure, j'en ai pleuré quoi. C'était la fierté d'être arrivé, la beauté du paysage, le partage. Enfin c'est vraiment des émotions incroyables et très humaines en plus, tu vois. C'est complètement différent. J'ai fait plein de sports et d'activités en solitaire où t'es seul avec toi-même et que je trouve très intéressante aussi. Mais là t'as aussi cette notion de partage avec l'autre qui est. Et donc ouais, c'est vraiment des émotions. Et en plus, chaque montagne, du coup, l'année dernière, j'avais fait le Breithorn oriental et occidental. Et c'était des paysages différents, des défis entre guillemets différents. Là, quand j'ai fait le Mont Blanc, j'ai été faire l'Aiguille du Midi aussi. On a fait un peu d'escalade dans le coin. C'était encore différent parce que la partie escalade, ben c'est pareil, tu vois. Pour moi, c'est une découverte aussi, et c'est ça qui est génial quand tu te lances dans une nouvelle aventure. Cette notion d'inconnu aussi, elle est un peu grisante. Si tu sais déjà à quoi t'attendre, ben c'est pas la même chose, tu vois. C'est quelque chose qui est extrêmement répétitif. Il manque, enfin, ça peut être intéressant, mais t'as pas cette petite étincelle en plus de cette petite peur, mêlée d'excitation qui vient quand tu fais quelque chose de nouveau et potentiellement un peu dans un environnement que tu maîtrises pas quoi. Donc je trouve ça super qu'après ta carrière d'athlète de haut niveau, tu aies décidé justement
mettre à profit ton expérience pour permettre à d'autres gens de vivre ça, tout en continuant à vivre des petites aventures et à créer des images, etc., qui participent aussi à inspirer le monde et à faire rêver, tu vois, les gens, qu'ils le fassent ou pas, tu vois, c'est toujours des choses qui sont magnifiques à voir. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure de descente à ski en pente raide. Quand tu le vois, même si tu dis que jamais tu le feras, tu peux être que admiratif et en même temps, tu vois, avec une forme de ouais, tu te dis ouais, c'est une déesse, c'est pas possible, tu vois, elle défie les lois de ce qu'on penserait possible et ça a un côté fou, tu vois. Mon podcast, il parle de l'exploration du potentiel humain, bah là, c'est sa plus belle expression d'une certaine manière. Et donc je trouve ça vraiment super tout ce que tu fais comme ça. Ben, merci. Et d'ailleurs, ouais, vas-y, non, vas-y. Je t'en prie. Non, c'est parce que parfois il y a un petit décalage et du coup je sais pas si tu veux rebondir ou si t'attends que j'enchaîne. Donc je t'en prie, vas-y, J'allais dire inspirer d'autres personnes, les faire rêver et leur donner envie de se lancer. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Je reçois des messages sur les réseaux sociaux où des gens, une femme, un homme, vont me dire on a vu ton film et ça nous a trop envie de donner, ça nous a trop donné envie de se lancer dans l'ascension des 4000 mètres. Ou alors j'ai vu ça, ça a fait des clics chez moi et je me suis mise à l'escalade. Enfin voilà. Et quand on a ces témoignages-là et que on a suscité chez des gens une envie d'essayer quelque chose de nouveau, d'oser passer le pas pour se mettre à la montagne, pour se mettre à l'escalade, ou pour se lancer dans des projets de montagne. Voilà, je trouve que là aussi c'est une des plus belles récompenses et je dis merci à toutes ces personnes quand elles m'envoient leurs témoignages et leurs petits messages pour me dire ce que j'ai pu peut-être susciter ou enclencher chez elles, c'est une immense récompense et c'est quelque chose de très très fort pour moi. Et la deuxième chose que je voulais dire tout à l'heure, tu disais oui, quand c'est nouveau, il y a un peu la peur et un peu l'excitation. Mais en fait, pour moi, en montagne, c'est toujours ça. Quand je pars sur une ascension, alors une ascension que je connais pas, ça reste de la montagne, ça reste peut-être dans le massif du Mont-Blanc que je connais relativement bien, mais ça reste une ascension où je vais avoir plein d'inconnus dedans. Donc il va y avoir un petit peu d'appréhension de ok, qu'est-ce qu'on va trouver, comment on va trouver la voie en condition, et puis une grande partie d'excitation c'est trop bien qu'on aille faire qu'on parte là-dedans ces 2 prochains jours. Voilà, il y a cette excitation là. Et puis il y a aussi la beauté du paysage de la montagne. Pour moi, c'est quelque chose. J'y suis très sensible. Je trouve que quand je suis en montagne, je suis envahie par la beauté. Il y a pas que le côté alpinistique, il y a pas que le côté performance, il y a pas que le côté des fois souffrance parce que c'est dur à un moment donné la montagne, mais il y a aussi ce côté beauté du paysage où on est en altitude au-dessus de plein d'autres montagnes, il y a des mers de nuages, il y a des levées de soleil, il y a des couchers de soleil. C'est la montagne, c'est magique par sa beauté et par sa puissance. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et tu te sens un petit peu comme dans une bulle en dehors du monde, tu vois, il y a cette espèce de sérénité et en même temps cette montagne qui se dresse là droite et immuable comme éternelle, tu vois, comme si elle était en dehors du temps et que elle vivait pas de la même façon que nous d'une certaine façon, tu vois, et donc il y a une forme de respect, de solennalité. Je suis pas sûr d'avoir parfaitement bien prononcé, mais tout le monde aura compris le mot. Et donc ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment un environnement très 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 particulier, très particulier. Je te propose d'arriver sur la dernière phase du podcast. J'ai quelques questions que j'aime bien poser à tous mes invités. La première étant de savoir si tu as des conseils à donner aux parents. Alors, je ne sais pas si tu as des enfants, mais c'est pas une prérogative nécessaire pour y répondre. Ça a trait plus à ta vision de la vie et à ce que tu penses ou voudrais transmettre ou laisser offrir aux autres. Alors, je n'ai pas d'enfant moi-même. J'ai 2 beaux garçons, enfin 2 mes beaux-fils. Et si j'avais des conseils à donner, je leur dirais
faites confiance à vos enfants et donnez-leur confiance en les laissant expérimenter. C'est un peu ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, mais je pense que l'expérimentation et se confronter à des petits risques sans conséquences, ça fait partie de la construction, ça fait partie de se former pour être adulte, pour être outillé adulte et apprendre aux gens à donner confiance à ses propres enfants, qu'ils aient confiance en eux, c'est hyper important pour la suite. Quand on surprotège, quand on surprotège quelqu'un, en fait derrière, à un moment, il va se trouver démuni face à des situations de vie. Quand on encourage quelqu'un à aller expérimenter, à lui dire de toute façon tu t'en sortiras toujours et tu vas trouver la solution, ben c'est une personne qui derrière, quelle que soit la situation auquel il doit faire face ou auquel elle doit faire face si c'est une femme, s'en sortira toujours et trouvera toujours la solution parce qu'elle aura mis ça en place déjà petite ou petit et que je pense que voilà, ça fait partie de l'enrichissement de l'humain et ça fait partie entre guillemets, le mot outiller, c'est peut-être pas le bon, mais moi j'aime bien quand je transmets quelque chose aux gens, que ce soit quelque chose de pratique, de bon sens. Voilà, j'aime bien qu'il y ait du bon sens dans les choses, avec quelque chose de pratique qui leur resservira plus tard dans autre chose. Mais remettre du bon sens dans ce qu'on fait et remettre du bon sens dans la transmission, c'est peut-être et de la confiance, c'est peut-être ce sur quoi j'encouragerais des parents. Cool. Non, et puis en plus, tu vois, ça permet de développer un peu un état d'esprit de croissance plutôt qu'un état d'esprit fixe. Parce que du coup, quand tu vois les choses comme ça, tu te dis, par défaut, bah tout est possible, tu vois, suffit juste que je trouve la solution, que j'apprenne, que je progresse et j'y arriverai. Et donc ça arrive par le développement de l'autonomie. Sinon, tu as plutôt un esprit fixe en te disant, bah je l'ai pas appris, donc ou ça correspond pas à ma formation, aux études que j'ai faites, à mon bagage de base, au sport que je connais, bah donc du coup je peux pas le faire. Et bah je trouve que ça limite évidemment énormément l'expérience de vie, quoi. Et ouais. La transmission, elle Non, doit vas-y. toujours se faire. La transmission, elle doit toujours se faire pour aller vers l'enrichissement et pas la réduction. Il faut toujours penser qu'est-ce que je donne à cette personne, qu'est-ce que je lui apporte pour qu'elle aille vers un enrichissement d'elle et de toutes ses expériences, plutôt qu'à une réduction où on limite l'expérience de vie à quelque chose de très réduit. Non, la transmission, tu vas vers de l'enrichissement, tu vas vers de l'ouverture, c'est le plus important. Tout à fait. Et t'as parlé un peu de tes routines tout à l'heure en disant, enfin par rapport à ta prépa, etc. Est-ce que tu as d'autres routines et hacks que tu utilises au quotidien et qui pourraient être utilisées ou mises en œuvre par les personnes qui nous écoutent et qui te permettent, qui peuvent être liées soit à la performance ou même simplement au fait d'être en meilleure santé, être plus heureuse, être mieux dans ta tête, dans ta peau, dans ton corps, avec les gens que t'aimes? Je pense que déjà, faut être assez à l'écoute de soi-même. Ça veut pas dire dès qu'on a un petit truc trop s'écouter non plus. C'est une limite assez fine, mais on est quand même hyper sollicité dans nos vies. Le monde dans lequel on vit maintenant va très très vite. On est vite submergé, envahi ou pollué par plein de petites choses. Donc ce que j'utilisais en compétition et ce que j'utilise toujours, c'est est-ce que là, je vais à l'essentiel? Est-ce que là, quand je suis envahie par plein de petits détails, de petits trucs qui m'empêchent de réfléchir correctement, je me dis, mais c'est quoi pour moi, là, maintenant, le plus important? Ce qu'il faut que je fasse, là, dans ma journée ou dans l'heure, je vais à l'essentiel, je vais au plus important. Et tout le reste, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, j'essaye de toujours garder ce petit filtre qui me permet de prendre des décisions, qui est là, je vais à l'essentiel, à l'important pour moi, pour l'instant, pour ce moment-là, ou pour l'heure, ou pour ma journée. Et ça va être mon fil conducteur pour ma journée, me dire le plus important qui compte là aujourd'hui, c'est ça, et le reste n'a vraiment pas beaucoup d'importance. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, quel autre petit tips? Arriver à se recentrer assez vite et à se dire tiens, là j'ai vraiment eu une semaine hyper chargée, et ben il faut que j'ai un moment il faut que je donne du temps à mon corps, il faut que j'ai un moment où il puisse se poser, récupérer, que je puisse prendre du recul sur les choses pour mieux réfléchir,
pour mieux repartir. Et c'est s'autoriser. On a du mal à s'autoriser des fois des moments de pause parce que on a la semaine et puis le week-end on veut en profiter et tout ça. Et je dis pas qu'il faut rien faire le week-end là, mais pour moi c'est important d'avoir des petits sas à la fin de la journée, à un moment où là, je me ressente sur moi, je laisse toutes les pensées, les mille et une choses que j'ai à faire. Je suis plus la tête dans le guidon. Et ça peut me prendre 10 minutes, ça peut me prendre un quart d'heure. Mais ça me permet de me recentrer et de prendre du recul sur la situation et de mieux repartir sur le reste de la semaine, par exemple, ou sur la semaine suivante. Et puis, quand même, j'aime bien faire... si possible tous les matins, en tout cas quand je suis à mon domicile, commencer ma journée par des exercices de yoga. Alors je suis pas une grande experte, j'en fais pas pendant 1h30, j'en fais pendant 20 à 30 minutes, mais je trouve que ma journée, quand j'ai fait cette petite séance de yoga, elle a une autre saveur, elle a une autre teneur. Je suis mieux, mon corps il est plus délié, la journée commence mieux et je trouve que voilà ça m'apporte un petit plus, que la journée va commencer différemment. Donc prendre un petit peu du temps le matin au lieu de foncer, faire le petit déj, mettre les chaussures de ski, foncer, se lever un petit peu plus tôt, mais prendre ce moment aussi d'activer le corps, d'activer aussi le psychisme et de se mettre dans sa journée d'une façon un peu plus douce et je trouve que c'est un outil très intéressant. C'est hyper puissant ce que tu partages. Enfin, sur la partie yoga le matin, moi aussi je suis un grand adepte de la mobilité au réveil pour justement réveiller le corps et puis aussi prendre un petit peu conscience des éventuelles tensions, te connecter un peu aux différentes articulations, etc. J'aime bien cette communication, tu vois, avec le corps. Mais surtout les deux autres points que tu as partagé avant. Le premier, se concentrer sur l'essentiel. Ça t'oblige d'une part à être profondément ancré dans le moment présent plutôt que d'être toujours dans la projection dans le futur ou l'analyse du passé. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui fait défaut à beaucoup de monde et qui est difficile en soi. Donc, ça a ce premier avantage positif. Et le second, c'est qu'en se concentrant sur l'essentiel, à la fin de ta journée, tu es forcément fier de ton action parce que tu as fait des choses qui étaient réellement importantes et tu t'es pas dispersé dans plein de tâches qui en fait sont secondaires et auraient très bien pu être évitées et qui à la fin de la journée te donnent l'impression d'avoir fait plein de choses mais rien d'important au final. Et sur le fait de se recentrer et de faire peut-être un petit bilan un petit peu de comment tu te sens, de ta semaine, etc., d'analyser en fait le passé, puis de planifier en conséquence la suite. Ça fait écho à une habitude que j'ai prise récemment. Donc je fais pas toutes les semaines, mais une fois par mois, je fais un petit bilan de moi-même. Et de la même façon que je fais sur ma boîte d'ailleurs, ou quand j'avance sur des projets, après j'analyse l'impact de ces projets, et je planifie la suite, tu vois. Notamment pendant mes comex, je réunis mes investisseurs, mes associés, et on fait une petite rétrospective de ce qui s'est passé pendant les 3 derniers mois. Puis on planifie la suite, on prend ensemble, on décide ensemble des choses à accomplir, et puis on met en place un plan pour le mettre en place. Je fais exactement la même chose pour ma vie. Et je trouve que c'est bien parce que ça redonne de la conscience déjà sur ce que tu fais, ça t'évite d'être entre guillemets victime du courant et ça te permet d'en choisir la direction, de prendre aussi conscience des choses qui te font plaisir, qui te font moins plaisir et donc de mieux te comprendre et donc de potentiellement modifier ce qui peut l'être. Et donc maintenant je le fais aussi avec ma femme. Et ça, je trouve ça hyper important aussi parce que ça permet d'écrire l'histoire à deux. C'est pas que pour parler des tensions, c'est aussi pour réfléchir ensemble de la direction qu'on veut prendre en tant que couple, en tant que projet de couple commun, la direction qu'on veut prendre avec notre fille. Et tu vois, et c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant. Je manageais ma vie, on va dire, au jour le jour, en fonction des besoins, des problématiques, des choses qui se passaient, du contexte. Et du coup, si tu fais ça, et ce que j'ai fait pendant des années, t'es victime entre guillemets du courant et des choses. Tu vois, tu mets pas vraiment de conscience et tu choisis pas vraiment la direction de ta vie. Et donc c'est un petit hack extrêmement simple, mais je trouve qu'il est extrêmement puissant. Donc je te remercie de l'avoir partagé. Souvent, les outils les plus simples sont les plus efficaces. Et mettre de la conscience dans ce qu'on fait, ça devrait être à la base de tout en fait. Mais comme tu l'as dit, c'est pas forcément évident. Mais j'ai beaucoup aimé ton témoignage là sur la fin. Ça m'a évoqué pas mal de choses. Et je trouve que voilà, pouvoir avoir ces temps de pause et faire un point et se dire mais en fait c'est quand même moi qui décide de la direction que je veux que ma vie prenne. C'est pas ce courant dans lequel je suis. Donc ça me convient pas, il faut que j'introduise du changement. Et je l'introduis ce changement. Et c'est une bonne sensation de se dire
je suis quand même, c'est moi le pilote dans ma vie, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, en continuité, pardon, direct de cette question, est-ce que tu aurais un petit défi à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir? Soit quelque chose à faire tous les jours pendant 15 jours, soit à faire une seule fois dans les 15 jours à venir, quelque chose à expérimenter. L'idée, c'est de leur permettre de mettre en place de nouvelles habitudes, de tester de nouvelles choses assez facilement. Alors là, il faut que je réfléchisse. Une chose à faire tous les jours ou une chose à faire une fois pour expérimenter quelque chose. C'est une bonne question. Tac, tac, tac. J'ai pas de réponse un peu intelligente qui me convienne là tout de suite. Tu sais quoi, si tu veux, il me reste deux autres questions. Il me reste deux autres questions à te poser. Je te les pose et comme ça te laisse un petit peu de temps de processer en tâche de fond. D'accord. Et peut-être d'avoir une illumination qui te convienne. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, on fait ça. Est-ce que tu aurais un livre et un prochain invité à me recommander? Un livre et un prochain invité à te recommander. Un prochain invité, Xavier Thévenard, si tu l'as pas déjà eu. Tu l'as déjà eu? Non. Non. Okay. Je le connais même pas. Je te le refais. Un prochain invité à te recommander, ce serait Xavier Thévenard, un ultra trailer très intéressant à plein de niveaux. Et un livre à te recommander. Non, en ce moment, je me remets bien dans les systèmes 1, système 2 ou les livres de Houdet, mais qu'est-ce qui pourrait être un livre à recommander qui m'a... Il y a beaucoup de livres qui m'ont énormément parlé. J'aime bien tous les livres qui parlent des différents comportements, des différentes erreurs qu'on peut faire. Mais un bon à te recommander, tac, 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 comme ça. Qu'est-ce que j'ai lu récemment qui m'a... Les décisions absurdes, c'est un livre récent que j'ai lu, mais c'est pas un livre que je voudrais te recommander. Moi aussi, je vais te recommander un petit livre qui maintenant commence à être vieux en date, mais les mécanismes sont toujours les mêmes. Est-ce que j'ai envie de recommander ce livre-là? Je pensais. Ouais, allez. Je vais recommander un livre que j'ai déjà lu il y a vraiment longtemps, mais que j'avais trouvé vraiment intéressant. Les mécanismes sont toujours d'actualité, même si le livre commence à être vieux. Et c'est assez intéressant en rapportant des fois peut-être à des situations de notre vie qu'on a vécues. C'est le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Voilà, c'est un livre de psychologie, mais qui était assez intéressant. Et sinon, système 1, système 2, si on a vraiment, vraiment beaucoup de temps et de se plonger là-dedans, ça reste un livre hyper riche, hyper dense, mais hyper intéressant. Ouais, de toute façon, la compréhension de la psychologie humaine et de l'intelligence sociale qui sous-tend les rapports entre les hommes est toujours quelque chose d'hyper utile, que ce soit dans ta vie privée, avec tes amis, tes proches, tes amours, que ce soit dans la vie professionnelle pour communiquer avec des clients, des investisseurs, ton patron, tes salariés. Donc ouais, je trouve que c'est très très bien, très intéressant. Et si on veut poursuivre un petit peu tes activités, voir les photos de tes expéditions, les vidéos que tu vas tourner au Groenland, etc. On retrouve ça où? Sur Instagram? Et oui, pour voir les images, pour voir ce que je fais, et bien sûr mon compte Instagram Liv Sansose, ce sera le lieu le plus approprié. Pour les vidéos, ça sera relié depuis Instagram sur différentes plateformes qui sont YouTube ou d'autres plateformes. Et si vous avez un jour envie que je vous emmène en montagne, vous pouvez me contacter par Instagram ou trouver très facilement mon numéro de téléphone sur le net sans problème. Mais Instagram, ça reste un bon lieu pour poster des belles images et les partager avec tout le monde. Je prends.
Bon, de toute façon, on mettra tous les liens dans l'article lié. Il y a un article sur lequel on va prendre un petit peu les meilleures citations du podcast, mettre quelques photos pour illustrer tout ça, partager les différentes ressources qui ont été citées, les livres que tu as recommandés et évidemment les liens vers tes chaînes et comptes Instagram. Donc on va retrouver tout ça là-bas. J'ai retrouvé la citation que je cherchais tout à l'heure, que je donne maintenant, qui est donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et c'était effectivement de Marc Aurèle. Donc j'avais le bon auteur, mais la citation m'a échappé. Et maintenant, si tu le veux bien, je te propose de revenir à cette question du défi pour les 15 jours à venir. As-tu une idée entre-temps? J'ai trouvé une idée de défi pour les 15 jours à venir. Ça va pas être merveilleux, mais ça va pas être un défi sportif. C'est plus un défi un peu pour notre planète, pour prendre conscience de certaines choses. Et j'invite les personnes à essayer au niveau de l'alimentation, de consommer des choses qui se situent dans un rayon de 50 km, donc un diamètre de 100 km de là où elles vivent. Alors j'espère que ce sera pas que des pommes de terre, parce que c'est vrai qu'à cette période de l'année c'est difficile. Mais juste pour mettre un peu de conscience dans notre planète, de se dire tiens, qu'est-ce que j'ai finalement autour de moi et est-ce que je peux faire avec les choses qui sont produites dans un rayon de 50 km autour de moi ou est-ce que c'est vraiment impossible et en fait c'est vraiment pas facile. Donc c'est un défi pas facile et c'est pas un super défi trop gentil non plus. Non, si, c'est un super défi, c'est hyper intéressant et je pense qu'il y a plein de gens qui savent même pas quand ils achètent des fruits ou des légumes dans un supermarché si c'est la saison, si ça a été cultivé chez eux. Tu vois, que les avocats ça vient du Pérou, que l'ananas il y en a pas trop en hiver, enfin pas chez nous en tout cas. Donc non, c'est un super défi, bravo. Et en plus, je suis personnellement, l'écologie pour moi est un sujet qui m'intéresse particulièrement. D'ailleurs, j'ai enregistré un super épisode avec Paul Landon qui s'appelle Un tigre exubérant ne fait pas de pompe et avec qui on a pas mal parlé d'écologie. Je t'invite à aller y jeter un œil. Je pense qu'il pourrait te plaire. Et pour clore ce podcast, je te propose de faire un petit check-out qui fait écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast. Comment te sens-tu maintenant et qu'as-tu pensé de cette conversation podcastique? Eh bien, tu vois, on parlait des fois qu'on peut être boosté en allant rencontrer des gens ou en allant discuter avec les gens. Et c'est exactement ça. Je me suis dit, ça me donne trop la bonne énergie là ce soir d'avoir enregistré ce podcast avec toi, d'avoir eu ces échanges avec toi. C'était hyper intéressant, très sympa. T'as ton énergie qui est une belle énergie qui m'a boosté et je suis vraiment contente qu'on ait pu enregistrer ce podcast avec plusieurs on l'a repoussé plusieurs fois parce que voilà, j'allais en montagne, parce que j'avais des contraintes et je suis vraiment contente qu'on ait réussi à l'enregistrer ce soir et je te remercie pour ce moment partagé ensemble et cette belle énergie que tu as. Mais tu vois, Liv, t'es un petit peu comme la tomate dont on parlait tout à l'heure. Il faut le temps de la voir mûrir, etc., avant de pouvoir enfin la déguster. Donc, moi, je suis ravi de cette attente parce que j'ai passé un super bon moment avec toi. Je trouve que ton parcours et ta façon de voir la vie et de vivre ta vie est hyper inspirante. Donc, je te remercie de l'avoir partagé derrière mon micro. Et puis, tu m'as permis aussi de me replonger un petit peu dans ces prémices de souvenirs d'alpinisme que je vais continuer à développer dans les années à venir et ça m'a fait beaucoup de bien, tu vois. J'ai ressenti un petit peu ce que tu partageais, ce que moi-même j'avais pu vivre et j'étais très très heureux. Et tu sais, je te disais que j'aimais pas trop enregistrer des podcasts en fin de journée parce que en général je suis plus fatigué et du coup j'ai parfois plus de mal à organiser mes pensées. La preuve en est, j'ai pas réussi à trouver cette magnifique citation de Marc Aurèle que normalement je connais par cœur, mais malgré tout, tu vois, petit à petit mon énergie s'est réveillée à ton contact et j'ai touché du doigt ce petit flow dont je te parlais qui me remplit de joie, de gratitude et de bonheur. Donc je te remercie de m'avoir offert ça et j'espère que nos auditeurs auront pu en profiter également et prendre toute la mesure de ce cadeau. Merci à toi, David. À bientôt, bye bye, ciao ciao. À bientôt.